Madame, Monsieur, bonjour à tous. Merci. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Merci de nous retrouver ce matin sur les antennes Equinox Télévision. Bien évidemment, installez-vous comme à l'accoutumée. Tenez votre télécommande à main. Augmentez un tout petit peu le volume de votre téléviseur. Jouez avec nous en même temps, oui, parce qu'on va parler, on va échanger. Et il faut créer effectivement cette interactivité comme ça se fait au quotidien. Vous le savez, ça bouge énormément dans le sérail avec les dons du chef de l'État qui sont refusés à quelques endroits. Mais surtout, hier encore, le professeur Maurice Kamto a tenté de rencontrer le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, afin d'avoir un échange fructueux avec lui. Malheureusement, on lui a servi justement une fin de non-recevoir et aujourd'hui, on en parlera bien sûr avec vous. Vous nous laisserez vos nombreux commentaires, madame, messieurs, sur 10-12, le Zénith. Nous sommes sur Facebook ou pour ceux qui nous regarderont en direct sur Facebook, Equinox Télévision. Laissez-nous également vos commentaires, nous les lirons avec manière. Allons tout de suite accueillir la grande famille qui, tous les jours, échange avec vous à travers ce programme. Charlamel Mbachou, Bonbon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey Oyengelek, tous ensemble présents et unis pour la même mission. Nous sommes là pour vous servir. Bonbon Bengan, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Toujours pas d'allocution du chef de l'État comme il l'a fait en 1984 et pourtant on nous a dit à travers le ministère d'État, secrétaire général, la présidente de la République qu'il n'y aura pas de festivités. Mais le thème est connu, comment va-t-on débattre de ce thème? Qu'est-ce que le chef de l'État attend de ses citoyens? En 1984, il disait « Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ?» Cette fois-ci, où nous avons un ennemi commun, on aurait attendu à une allocution du chef de l'État. Peut-être que ça viendra ce soir, on ne sait jamais. Mais sauf que l'unité nationale est en péril. L'unité nationale est en péril. Ça battait de l'aile et il disait toujours de 1983 à une date récente que c'est une construction permanente. Où en est-on avec l'unité? On verra aujourd'hui. Où en est-on avec l'unité nationale? Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, l'unité nationale est en lambeaux et qu'il va falloir reconstruire le Cameroun. 48 ans après, nous parlons bien sûr de 1972, depuis le 20 mai 72. Est-ce que sous le renouveau, il y a eu une amélioration concernant les éléments de l'unité? Qu'est-ce qu'on dira aujourd'hui des accords de Fumban? En sommes-nous véritablement arrivés à cette unité bien pensée par ces Camerounais? On en reparlera ce matin. Charlamel Mbachou, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. 3400 cas. La barre ne cesse de monter depuis qu'on a mis en place le principe de déconfinement partiel, entre guillemets. Les mesures d'assouplissement ont-ils dit. Aujourd'hui, c'est au ministère de la Santé que le Covid désormais a élu domicile. On a commencé dans un premier temps à la désinfection totale du bâtiment, mais on annonce un dépistage massif au sein du ministère. Que deviendront les autres ministères? Point d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas là la réponse du berger à la bergère? Allons doucement. Le Covid-19 nous dira. Et on s'interrogera toujours sur le plan de riposte national mis en place pour lutter efficacement contre ce Covid. Et lorsque le Covid s'invite effectivement au ministère de la Santé, il y a de quoi s'inquiéter. Où va-t-on? Dominique Audrey Oyengelek, bien avant. Karine Santia, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aussi aux téléspectateurs. Un inspecteur de police principal accusé de viol sur une jeune fille âgée de 18 ans, enceinte de 26 semaines à Banjoun. Les parents ont porté plainte auprès du procureur de la République. De ce côté-là, on attend bien de voir comment est-ce que ça va se passer. La scène s'est véritablement déroulée à Banjoun. Est-ce que la police nationale laissera faire? Sera-t-il protégé? Comme on sait qu'il y a eu des cas qui ont été protégés dans ce pays, qu'est-ce que dit, bien évidemment, le directeur général à la Sûreté nationale sur cette question? Est-ce que la police se sent-elle fière de savoir qu'il y ait un Camerounais qui appartient à ce corps, qui ait choisi d'agir de la sorte? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que ce Camerounais a des troubles mentaux? On en parlera bien sûr avec vous. Dominique Audrey, bonjour, bienvenue.
Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. En parlant de cette jeune femme de 18 ans, cette jeune fille de 18 ans qui a été violée, nous espérons tous que les mesures, que les peines prévues par le Code pénal seront effectivement appliquées aux responsables de cet acte-là, cet acte barbare qui détruit le moral à vie des jeunes femmes qui en sont victimes. À côté de ça, j'ai envie de m'offusquer ce matin de ce que dans ce pays, malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on vous donne quelque chose et que vous n'en avez pas besoin, vous êtes obligé d'accepter et obligé encore de dire merci. Quand on vous donne un seau maçon pour que vous laviez vos mains avec ce seau, on se demande bien, est-ce qu'on a de l'eau? Et si on doit laver les mains avec une eau courante, c'est dans ce seau-là qu'on lave ces mains-là? Donc maintenant, on aimerait savoir, comme tous les Camerounais sur la toile, j'ai envie de féliciter ces chefs-là qui se démarquent de plein d'autres. On a eu un cas récent, c'était bien évidemment à l'ouest Cameroun, je crois que c'est à Baham, où les populations ont refusé le don du chef de l'État, je crois que c'est à Baham. Je peux me tromper. À Banouan. À Banouan. Merci beaucoup. Où les populations ont refusé le don du chef de l'État et on a vu quelques sarderies traîner et des cartons de savon. Alors aujourd'hui au Cameroun, on ne dit plus non au don du chef de l'État, qu'il soit petit ou grand, il faut d'abord dire merci. Comment vivez-vous ça? Comment l'acceptez-vous? Comment comprenez-vous cette situation? Madame, Messieurs, bienvenue à tous. C'est 10-12 le Zénith. Sur ce plateau, avec la grande équipe, vous devriez effectivement nous laisser vos commentaires. Je vous rappelle simplement la petite page 10-12 le Zénith, là c'est sur Facebook ou en direct. Pour ceux qui regarderont le fil d'actualité de l'émission, vous pourrez nous laisser vos nombreux messages. Allez, je me retourne vers vous, Dominique Audrey. Ce matin, comme à l'accoutumée, une histoire nous accompagnera. Les téléspectateurs prendront effectivement connaissance de cette histoire. Mais nous, avant, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un jeune homme, il s'appelle Blaise, il vit au Brésil où il est agent immobilier. C'est un Camerounais qui a fait la rencontre de Flore ici au Cameroun lors de ses vacances il y a 3 ans. Il raconte que la relation s'est très bien déroulée pendant son séjour ici. Conséquence, il a commencé à venir un peu plus constamment pour rencontrer celle-ci. Ses problèmes commencent il y a 1 an exactement, soit 2 ans après le début de la relation, où la mère de sa copine a commencé à être un peu gênante pour son couple. Il raconte que dès le départ, lorsqu'il avait un projet avec sa copine, avec Flore notamment, ils finissent de décider d'une situation et après Flore le rappelle et lui dit en fait j'en ai parlé avec maman et maman a dit que non, on ne doit plus faire ça. Maman a décidé qu'on doit faire ceci, maman a décidé qu'on doit faire cela. Donc en tant qu'homme, il dit que cette situation l'a toujours gêné, cette omniprésence de sa belle-mère en devenir dans son couple. Mais il y a 1 an, il vient au Cameroun. Il décide de passer le week-end avec sa copine et celle-ci insiste en disant « Je voudrais que tu passes un peu de temps avec maman également, donc je viendrai à la maison avec elle. » Malgré le refus, Flore a insisté et il accepte. Arrivé à la maison, la maman de Flore lui dit « Va faire le marché. Il faut qu'on fasse quelque chose de bon à manger pour que Blaise soit bien. Il est au Cameroun, donc on va lui faire un plat de chez nous. » Pendant que Flore est au marché et que Blaise est resté dans la chambre à regarder la télé, il constate que sa belle-mère entre dans sa chambre et celle-ci est complètement nue. Et elle lui a proposé d'avoir une relation avec lui à l'insu de sa belle-fille, que jamais sa fille ne saurait, et que tous les deux, ils pouvaient avoir une relation et se faire plaisir tous les deux. Il dit qu'il a éconduit sa belle-mère et que malgré cela, jusqu'aujourd'hui, 1 an après, sa belle-mère, puisqu'elle a son numéro par l'entremise de sa fille, continue de lui envoyer des nudes, lui envoie des messages, l'appelle incessamment en lui disant qu'elle l'aime, qu'elle veut être avec lui. Il dit que ça fait 6 mois. Avec sa famille, ils ont demandé la main de Flore et jusqu'aujourd'hui, 6 mois après, on ne leur a pas donné la liste de la dot. Voilà un homme qui est un peu partagé. Il ne sait pas. Est-ce qu'il continue dans cette relation? Parce qu'aujourd'hui, sa famille n'en veut plus. Est-ce qu'il continue dans cette situation? S'il continue, comment il gère la belle-mère? Ou alors, il dit la vérité à Flore et il se sépare d'elle. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Vous dites bien que c'est Blaise et Flore. Blaise et Flore, oui. Ouais. Et la belle-mère est... La belle-mère. Elle est séduite par son beau-fils. Hein? Oui. Et lorsqu'elle est séduite, elle trouve que la meilleure façon de l'attaquer ou de l'aborder, c'est de rentrer dans la chambre en absence de sa fille nue. Oui. C'est très compliqué. Elle entre dans le vif
du sujet. Elle lui dit entre tout de suite directement, voilà, je te veux là maintenant. Allez, tout de suite. agis. C'est très compliqué. Oui. Et maintenant, au-delà de ça quand même, la fille, entre-temps, lui prend le risque de frapper à la porte. C'est ça? Frapper, oui. La relation, il aime la fille. Il aime vraiment la fille, mais aujourd'hui, la relation est tumultueuse parce que la belle-mère est en train de monter sa fille de son côté et lui ne peut pas dire à la fille, en réalité, tout ce qui se passe, la liste de la dot qui ne vient pas, c'est parce que ta mère me veut également. Donc, c'est une sorte de couple à trois, un trio. Lui n'aime pas la mère, il veut la fille, mais la fille veut le beau-fils. En tout cas, on tentera ensemble de comprendre tout ça, Dominique Audrey. Merci beaucoup pour cette histoire ce matin. Et je me retourne vers vous, Bonbon Bengan. Une histoire comme celle-là. Vous êtes homme, au centre d'une affaire comme celle-là, votre belle-mère vous aime, elle vous désire, elle vous envoie des nudes, et elle vous touche même dans une chambre où elle est toute nue, à l'insu de votre fille, à l'insu de sa fille qui est votre supposée future femme. Comment réagissez-vous? D'abord, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire? Ces choses-là ont existé. Et comment nos ancêtres les ont encadrées? Ce n'est pas nouveau. L'histoire du jour pose plusieurs problèmes, mais deux me semblent fondamentaux. Le premier problème, elle entretient les relations avec sa belle-mère et veut épouser la fille. Deuxièmement, il est bloqué parce qu'il ne sait quoi faire. Voilà les deux problèmes que ça pose. Premièrement, ça se résout. Il y a ce qu'on appelle les secrets de famille. Ça existe des secrets de famille. Donc, vous venez, comme ça a été le cas, et comme le garçon n'est pas formé en mariage, c'est ce qu'on vous dit souvent, si on vous reproche ici, il est allé avec sa belle-mère. Il faut donc qu'il prenne... Non, mais il n'est pas là avec sa belle-mère. Non, il a rejeté la demande de sa belle-mère. Il doit donc venir, puisqu'il connaît le blocage. C'est de ça que je parle. Il a l'autorité, il connaît le blocage. Il vient. Il dit, et la belle famille va lui dire, le mariage commence à la cuisine. Puisqu'il y a ce blocage-là, on fait comment? On ne dit pas, on ne rapporte pas ce genre d'informations à la famille, à son épouse. On ne rapporte pas ce genre d'informations. Donc, il maintient le secret et il fait tout. Mais sachant que le mariage sera, comment je vais dire ça, perturbé chaque fois, il peut arriver que vous sautiez sur la belle-mère. S'ils en viennent à se marier tous les deux. Parce qu'en fait, il peut arriver que vous sautiez sur la belle-mère. Ça se valide ça, Bonbon? Oui, ça s'appelle également conservation des acquis. Ça aussi. Moi, regardez donc, si vous dites à la fille que vous aimez, votre maman me veut, cette fille, sachez que les deux femmes vont bagarrer jusqu'à la fin de leur vie sur terre. Ils vont bagarrer jusqu'à la fin de leur vie. Maintenant, quand vous dites le sentiment est né entre la femme et son beau-fils, la chose à regarder, c'est est-ce que cette femme est une sorcière? Parce que vous utilisez souvent les mots sans le savoir. Il peut avoir le roux, comme on dit. Donc, il va vouloir dominer. Il y a le roux. C'est pour ça, donc, avant tout mariage, on fait le ngambi. La famille où j'entre là, est-ce une famille de sorciers? Est-ce une famille de... On fait le ngambi pour savoir. Déjà de tout. Donc, on ne se lance pas comme ça. Dans une relation, oui, j'ai aimé la fille. Est-ce que de façon naturelle, sans parler de ngambi, comme vous le dites très bien. Le ngambi, c'est la nature, justement. Oui, est-ce que cette femme peut... Oui, elle peut désirer justement J'ai dit donc que s'il n'y a pas le roux, la sorcellerie, justement, à ce moment, on fait comment? Vous aimez la fille, vous sautez sur sa maman. Ah bon? Oui. Conservation des acquis, et c'est un secret familial. C'est un secret. Maintenant, s'il y a le roux, tout ça, s'il y a le roux, vous n'êtes même pas obligé d'épouser la fille, parce qu'il y a beaucoup déjà de roux. Tu peux épouser une fille. Attends, vous parlez de goût ou bien de quoi? Le roux, l'estomac, le vous, comme vous. Voilà. Le fabla, si vous voulez. Voilà. Il y a des femmes qui vous absorbent. Vous l'épousez, elle va tuer. 9 personnes peuvent mourir avant que le 10e ne soit le mari, et j'allais dire normal. Ouais. Elle va manger 9. Il y a ce genre de vous. Il y a
D'autres, vous qui dit, par exemple, que vous êtes là, vous n'allez faire que des filles. Il y a donc, on vérifie ces choses. Maintenant, quand la médecine moderne vous dit, il faut regarder si on est AS, on est si. Ça aussi, le Ngambi détecte. Le Ngambi peut vous dire que vous allez faire des enfants, ils vont mourir parce qu'il y a incompatibilité. Il y a même des situations où on vous dit, quand vous allez vous marier, ne restez pas, ne vivez pas en famille. Allez chez vos oncles maternels. Quand vous serez grand, quand les enfants seront grands, vous reviendrez. Donc, il y a beaucoup de situations. Mais Juste pour pour le bien cas comprendre, précis, le Ngambi, ça se fait en Pays-Bassa seulement? C'est partout? oui, non, en fait, c'est l'art divinatoire. Ça, bon, D'accord. j'ai utilisé le langage que je connais, c'est l'art divinatoire. Très bien. Vous dites que, bon, comme il veut chercher une petite qui l'accompagne faire pipi, est-ce que ça va aller, est-ce que ça ne va pas aller? Donc, regarde, on ne va pas comme ça, main et pieds liés. C'est maman, mais non, non. Le Ngambi. Maintenant, j'ai dit, si c'est le vous, non, vous écartez la belle-mère. Si c'est une relation normale, comme ça existe, vous lui dites, bon, d'accord. Parce qu'il y a eu aussi les situations où quelqu'un vivait avec une maman, ils savent qu'ils ne peuvent pas se marier, ils te donnent sa fille. Il te donne sa fille, vous l'épousez. Vous l'épousez et la maman, justement, n'est plus envahissante. Tout ça, c'est des études. Parce que comme aujourd'hui, lorsqu'une histoire arrive, on la commente comme ça, chacun y vient avec ses idées. On ne conteste pas les avis des uns et des autres sur une histoire donnée, mais il faut savoir que c'est une école. Vous me dites là maintenant, bon, on résout une équation. Je sais comment on résout les équations, je n'ai jamais été là-bas. Mais bon, je n'ai jamais atteint le niveau où on résout les équations. Vous pensez qu'il faudrait effectivement que ce garçon, premièrement, se méfie de sa belle-mère? Fasse d'abord l'art divinatoire. D'accord. Quand une maman vient t'approcher de toi, tu dois savoir que cette famille est compliquée. Premièrement. Est-ce qu'il y a le vous dans cette famille-là? Deuxièmement. Oui. Deuxièmement, vous cassez les canines de la belle-mère, puisque vous savez où se trouve le blocage. Ouais. Puisque vous savez que le mariage, comment vous dites, maman, fais quoi, je vais l'épouser. Je sais que si tu parles encore, je vais le dire. Et je vais dire à ton mari, moi je vais épouser ta fille, mais si tu voilà comment ça se fait. Donc vous réglez ça à deux, ça reste un secret. Il n'est pas besoin de porter auprès de sa fille. Seulement donc, que l'histoire ne nous dit pas si la mère est mariée ou pas. C'est dommage. De toutes les manières, mariée ou pas, il y a un chef de famille. Elle est se mariée, Dominique Audrey? Oui, elle vit avec un homme qui n'est pas le père de sa fille. Non, n'est pas le problème. Il y a toujours un chef de famille, même si elle n'était pas mariée. Comment ça? Elle s'est séparée du père de l'enfant. Donc, allez, tonton justement d'avoir l'avis de Karine Sontia ce matin sur l'histoire du jour. Karine, comment en sortir pour l'homme? Comment protéger la femme qui veut épouser? Comment vivre loin du danger de la belle-mère? Il ne pourra pas être heureux avec elle. Selon ce que je vois dans l'histoire. Ce matin, il ne pourra pas être heureux avec elle parce que s'il veut vivre avec elle sans dire la vérité à la fille, je vous assure qu'il ne pourra pas séparer la fille de sa mère. Parce que là, pour être heureux, il faut qu'il y ait une vérité et qu'au final, la fille choisisse. L'histoire de ce matin, quand même, nous enseigne un certain nombre de choses. Il faut toujours savoir raison garder, éloigner sa vie privée de certaines personnes, que ce soit même votre maman. On dit tout à sa mère, tout le monde dit tout à sa mère, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Je ne suis pas mariée avec un homme, j'emmène ma mère là-bas faire quoi? Pour un week-end. Ma mère fait quoi un week-end là-bas? C'est même pas qu'il nous a invités à un week-end peut-être à Kribi ou n'importe où, non. Mais c'est que je décide de porter ma mère comme un sac à main et je l'amène, non. Je dis non.
quel genre de personne elle est. Parce que si vous avez une femme qui est capable d'écouter et de boire tout ce que sa mère lui dit sans jamais poser une simple question ou alors de décider de faire autrement, il faut vous poser des questions sur comment est-ce que vous allez vivre avec elle. Parce qu'elle va se comporter dans votre mariage comme si c'est sa mère qui dictait ce qui se passe chez vous. Quand vous dites quelque chose à votre partenaire et qu'elle vous dit « Maman a pensé plutôt que non ». Non. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est la même chose que lorsque vous parlez, c'est la même chose que lorsque vous parlez avec un homme et qui vous dit dans l'histoire, dans votre problème que vous avez eu ensemble et que vous êtes encore en train de chercher les solutions, vous n'êtes même pas encore à l'étape d'en parler aux parents et qui vous disent que j'en ai parlé avec maman, elle pense plutôt que... Il n'aura jamais la latitude de penser seul. Oui, juste une parenthèse. Quand je vous entends le dire, la crainte, effectivement, pour les téléspectateurs, c'est qu'on ait le sentiment que tu inviterais les filles à désobéir à leur maman. Que non, c'est pas ça. Rien à voir. Vraiment, c'était juste, depuis le début, je n'ai pas parlé de désobéissance, j'ai parlé de raison. Mais il faut écouter les parents. Allons-y, Karine, je vous laisse poursuivre. Si vous voulez, n'écoutez pas. Non, je parle de raison depuis. Voilà. Je n'ai pas parlé de respect. Je parle de raison. Okay. Je dis bien, vous êtes censé écouter vos parents, mais vous êtes encore censé choisir si vous allez faire ce qu'ils vous ont dit ou pas. C'est ça, vous avez la latitude, non? Vous avez la latitude de dire, maman, j'ai bien écouté, d'accord, je vais voir comment est-ce que je peux mettre en pratique. Mais dans les faits, même vous ne le faites pas. C'est pas parce que le conseil est mauvais, mais c'est parce que quand vous arrivez dans la réalité, c'est vous qui vivez la réalité, c'est vous qui savez comment vous allez appliquer les choses. Donc c'est de ça que je parle maintenant. Et je pense que c'est comme un complot. J'ai la sensation que c'est un complot entre la mère et la fille pour amadouer le gars. Je ne comprends pas comment est-ce que il y a cette relation-là. Et la fille elle-même n'a même pas encore constaté que sa maman a un comportement changé et autres. Mais par rapport au garçon, le fait de ne pas dire cette vérité et qui se marie avec la fille, je vous assure que ce ne sera pas la même chose. Parce que mon oncle a expliqué le côté traditionnel, mais je vous dis que lui ne connaît rien de tout ça. Et s'il avance dans cette relation de cette manière-là et dit ok, je vais garder le secret, c'est un problème de famille, mais je vous assure qu'il ne sera jamais heureux. Parce que la maman va continuer ses avances et la fille dans le mariage sera comme une bouffonne. Et au final, ça va donner quoi? Ça va donner qu'il est dans une dualité entre la mère et la fille. Mais c'est du n'importe quoi. On vit où? On vit où? Parfois, quand vous êtes dans un tumulte, quand vous êtes dans un danger pareil, c'est votre vie qui est en danger. C'est même pas que la mère ou la fille. Il faut fuir avec sa tête. Raison pour laquelle je dis, vraiment, c'est une relation toxique. Pour lui, d'abord. Qu'est-ce qu'il faut? S'en séparer? Se débarrasser de la fille? Il se sépare de la fille. Parce que cette relation-là, à la longue, c'est lui qui sera le grand perdant. L'amour, ça commence, ça peut finir. Et l'amour se construit. Donc, je peux vous dire qu'il peut trouver n'importe une autre femme. Mais cette relation-là, en elle-même, elle est toxique. Très bien. Charles Mbachou, pour Karine Santia, la relation est toxique. L'amour peut commencer comme ça peut finir. Il faut s'en séparer. C'est sa conclusion, sa solution. Qu'est-ce que vous préconisez ce matin? Il n'y a aucun problème. Comment aller avec sa belle-mère? Non, il n'y a pas de problème. Comment ça, Charles Amel? Je vous dis qu'il n'y a pas de problème. Je vais développer mon argumentaire. Lorsque votre père décède et qu'on vous installe comme successeur de votre père, vous prenez en épousaille les femmes de votre père, excepté votre mère. Coucher avec les épouses de votre père qui sont vos mères, c'est faire quoi? Lorsque le chef doit s'asseoir sur le trône, on rassemble avant sa sortie toutes les femmes de son père. On chasse sa mère du palais, on fait asseoir, il doit coucher avec toutes ces femmes. Chez d'autres, les plus vieilles... C'est pas la même histoire, hein, Charles Amel? J'en viens, c'est la même. D'accord, allons-y. Mais je vous prends des exemples pour vous démontrer que c'est là il doit traverser les pieds pour les plus vieilles et payer, elle fixe, il paye, il traverse les pieds, c'est couché. Beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles ont entretenu des rapports sexuels avec leurs propres parents. Monsieur Michel Gachou, il est strictement interdit à une fille qui connaît l'homme de s'asseoir sur le lit de sa mère ou sur le même banc que sa mère. Vous vous asseyez, vous avez entretenu des rapports sexuels. Interdiction formelle. C'est des connotations africaines, bantou. C'est même, si vous voulez, je vais même plus loin. C'est égyptien. Le fils s'assoit en face du père, jamais à côté, seul. Ne peut s'asseoir à côté du père que le petit frère qui est le premier-né. Parce qu'il n'a droit à rien.
Voilà les principales règles. Le père lègue tout au premier-né, c'est lui qui encadre les autres. Le fils s'assied toujours en face du père, jamais à côté du père. Jamais. Lorsqu'une femme connaît déjà l'homme, elle ne peut plus s'asseoir sur le lit. Voilà pourquoi lorsque vous voulez vous asseoir, la mère dit, ne t'assois pas sur le même banc que moi. Assieds-toi là-bas, cherche ton banc. Elle le dit de manière triviale, mais c'est parce qu'elle sait que vous connaissez déjà l'homme. Donc, vous avez des mariages. Dans une maison, il n'y a pas de banc et qu'il y a un banc, la mère dira à sa fille, va chercher ton banc. Non, la fille ne s'assied pas. Donc, La fille ne s'assied pas sur il y a un banc sur la moi, elle est fille, debout. monsieur Michel Gachou, la fille qui connaît déjà l'homme ne s'assied plus sur le même banc que sa mère. Elle devient la coépouse de sa mère. D'accord. C'est traditionnel et c'est connu par tous. Donc, j'en viens cela pour dire que vous allez à l'est, que ce soit à l'est, que ce soit dans le centre, que ce soit dans le sud. Le mariage a 3 types d'épreuves. La première épreuve, c'est l'épreuve de séduction. C'est une épreuve qui peut être faite par une cousine, par une soeur, qui vous harcèle. La famille, la mère a toujours besoin de se dire, est-ce que le gars là pourra? Est-ce qu'il peut? On envoie quelqu'un tester. Pourquoi Catino a chanté Belle-Mère. Allez écouter le morceau de Catino où elle parle de la belle-mère. Dans le pays Betty, allez écouter, je vous envoie. Il y a plusieurs artistes qui vont... Allez tester. On va tester. On regarde qu'il est faible. Il est faible. Le premier critère pour donner une fille chez l'homme Betty, c'est la virilité de l'homme. Si l'homme n'est pas viril, la femme ne part pas en mariage. C'est la raison où on teste l'homme. Non, il n'est pas bon. Ça peut être la soeur, ça peut être la cousine. Pareil, je l'ai manqué ça. Je dis, on a mon deux visions. On teste. On dit non. Et c'est la belle-mère qui doit le le faire. Le gars, s'il n'est la pas bon. peut le faire. Monsieur Michel Gachou, la belle-mère peut et elle a le droit de le faire. Oui, monsieur Michel Gachou. Elle a le droit de le faire. Il y a d'autres, c'est le harcèlement. On harcèle le gars, on harcèle. Vous voyez souvent ça sur Facebook. Où le gars, la soeur du gars arrive, elle fait les yeux doux, le gars commence à se déshabiller, dès qu'il entre dans la maison, tu vois la mère, le père et tout, et consort. Vous voyez ça souvent sur Facebook. On met la main sur la bouche. Mais c'est ça cette histoire. On pousse le gars à la faute. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il peut satisfaire notre soeur? Donc il y a des gens qui sont en train de mariage. C'est très fort. 2 mois. 2 mois Imaginez après. une dame qui a 70 ans, je dis n'importe quoi, je Je respecte. dis 2 mois, monsieur Michel Gachou. 2 mois, je peux vous raconter des histoires. Karine Santiago. Vous vous rappelez, Ça, quand vous parlez de ça, elle a envie de gerber sur le plateau que non. Oui, mais monsieur imaginez Michel maman qui a Gachou. Ça me 70 sort de ans, partout, hein. 80 ans. Non, Monsieur à Michel, cet sérieux âge-là, quand même. non. À cet âge-là, non. La Non. maman, là, devient la matriarche. la matriarche, il doit traverser les genoux de cette maman. D'accord. Il doit traverser. Donc il y a des rituels, c'est lui qui devrait savoir. Donc ce garçon, qu'est-ce qu'il doit comprendre Non, concrètement, Charles? il a une mauvaise démarche. Il a une mauvaise démarche. La mauvaise démarche, c'est qu'il s'est toujours mis en avant. Si je veux prendre une femme, je me cache. Je mets des personnes devant. Je mets le chef de famille devant. Je n'apparais que le jour où il faudra venir toquer à la porte et prendre. Je ne me mets pas en front au fils. Je fuis le regard de la mère. Je fuis le regard du beau-père. Je suis caché. Sauf lorsqu'on va entamer, on va dire, il est où? C'est mon chef de famille qui va dire, allons. Et je vais voir mon beau-père. C'est comme ça que cela se construit. Mais il a mis la charrue avant les bœufs. Si c'est le rituel, ça ne commence pas avec cette belle-mère, rassurez-vous. C'est un rituel propre. Chaque famille a ses principes. Vous savez, c'est la maman. Apparemment, elle doit être successeur de la grand-mère, cette maman, parce que c'est elle qui va lui dire, va donner tel sac à tel, donne 2 pagnes à tel, donne l'huile à tel. C'est pour ça qu'elle bloque. Elle bloque de ne pas montrer à qui on va donner le sel, l'huile et le... Point de vue de Charles même battu ce matin, madame, monsieur. Si vous prenez si vous nous regardez à l'instant, soyez les bienvenus. Tenez également bien vos propositions, car tout à l'heure vous les laisserez uniquement sur les contacts qui vont s'afficher au bas de l'écran, y compris sur 10-12 le Zénith. Là, nous sommes sur Facebook et directement sur le fil d'actualité sur Facebook pour Equinox Télévision. Dominique Audrey, belle histoire ce matin, on va dire remplie de sagesse, remplie de messages. On a entendu Karine, Bombom Bengan, Karine Charles Amem Batchou. Qu'est-ce que vous vous dites concrètement à ce garçon? Quelle proposition lui faites-vous ce matin? Qu'ils partent. Qu'il la partent fille parce que c'est une famille de sorcières. Qu'ils partent. Donc, moi, je lui ai dit, tu n'as même pas besoin de réfléchir. On ne réfléchit même pas 1 minute. Comment une femme qui peut être votre mère
vient se mettre à poil devant vous et vous voulez réfléchir sur est-ce que je lui dis ou bien est-ce que je ne lui dis pas, vous ne restez même pas. Mais vous dites quand même à cette fille que ma chère, je ne peux pas me mettre avec toi parce que voilà ce que ta mère a fait. Je te le dis pour que tu saches que dans tes prochaines relations, tes relations futures, tu pourrais être confronté à ce genre de problème. C'est tout, on ne réfléchit pas. Bon, maintenant, puisque certainement je ne suis pas avertie en matière de tradition, gna gna, machin, je pense tout de même qu'il y a des choses qu'on devrait réactualiser dans cette tradition-là. Il n'est pas admissible que parce que je veux épouser une femme, je dois me cacher. On ne doit pas justifier les mauvaises mœurs. On ne doit pas le justifier. Que ce soit la grand-mère ou bien que ce soit je ne sais pas qui, une mère normalement constituée qui doit donner sa fille en mariage devrait considérer le jeune homme comme son fils, first of all. Donc si vous êtes prêt à regarder votre fils comme un homme, ça veut dire que votre beau-fils, vous le considérerez comme ça. Ce n'est pas compréhensible. Cette femme, il doit me porter plainte à cette femme. Ce n'est pas normal. C'est du harcèlement sexuel, ça. Il devrait lui porter plainte. Ce n'est pas normal du tout. Donc, moi, je ne peux pas cautionner ça. J'en ris un tout petit peu parce que j'ai bien peur derrière sur le Charles a même battu une bombe, un gang qui estime pour eux que c'est normal. Ça peut être normal. Que ça mais s'est fait. Que ça s'est fait. Vous savez qu'il peut entrer même dans cette chambre avec cette femme. C'est une épreuve. Il peut entrer même là, dans la chambre avec cette femme. On lui lave le cerveau. C'est une mauvaise épreuve. C'est pas une mauvaise épreuve. On ne fait pas, on peut ce pas n'est pas faire une ce mauvaise genre épreuve. d'épreuve. Chaque famille, écoutons, chaque village a ses rituels. Merci. Je dis chaque village. Chez les pygmées, la belle-mère cache dans sa chambre la moustache de sanglier. On demande au beau-fils d'aller trouver. Ça, c'est différent. Ah, c'est différent? Oui, c'est différent. Ne demandez pas. En entrant dans la chambre, elle est là. Vous êtes avec votre belle-mère et vous fouillez. Oui. C'est des épreuves. C'est des rituels, ce n'est pas forcément là. Non, c'est le temps de parole de Dominique Autré-Charlamel. Qu'elle poursuive. Fouiller une moustache de sanglier et s'envoyer sa belle-mère sont deux choses diamétralement opposées. Diamétralement opposées, monsieur Ngachou. Monsieur Mbachou, vous voulez justifier la Pourquoi vous arrêtez au mot? Vous arrêtez au mot s'envoyer en l'air. C'est le premier degré. Je vous ai pris la simulation que vous voyez sur Facebook. Vous faites où le gars, il était sûr qu'il allait coucher avec la belle-mère, il s'est déshabillé, il est surpris. Vous faites une fuite en avant, sauf que celle-ci, en se mettant nu, c'était pas une épreuve. Ils étaient seuls à la maison. Jusqu'aujourd'hui, elle envoie des Ils étaient seuls à la maison. Donc, mon cher Blaise, vraiment, c'est vrai, tu peux avoir des sentiments et tout ce que tu veux, mais il n'y a pas que les sentiments qui entrent en jeu dans cette histoire. Vous ne serez jamais heureux. Même si tu épouses cette fille aujourd'hui, tu vas continuer d'avoir des relations avec ta belle-mère. Comment est-ce que tu vas la regarder? Une belle-mère, ça ne se comporte pas comme ça. Et si jamais venait à l'enceinte, ça devient très compliqué aussi. Enceinte qui? Sa belle-mère. Ouais. Rassurez-vous, on a une histoire comme celle-là qui arrive. Ouais. Donc, non. Ah, il y a une histoire comme celle-là qui arrive. Oui. Alors, vous nous tenez justement en haleine, en fait. Il faut qu'on soit préparé justement à la recevoir ici. Voilà. Merci beaucoup, Dominique Audrey, pour votre point de vue. Et on laissera bien évidemment nos téléspectateurs nous laisser eux aussi leurs différents points de vue ce matin. D'ailleurs, on ne le dira pas assez. Vous connaissez les plateformes sur lesquelles vous le ferez. Et nous allons, dans un instant, madame, monsieur, aller voir ce que nous a préparé ce matin Charles Amel Mbachou dans le cadre de la colère. La colère de Charles Amel, c'est tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la faillite, mieux du calvaire des entreprises dans ce pays. Comment comprendre qu'en 1988, le Cameroun comptait environ 188 entreprises publiques et qu'en 2018, 2019, 2020, il n'en restait que 28 parmi lesquels 12 qui présentaient des bilans déficitaires selon l'annexe de la loi de finances. Comment comprendre cette mauvaise gouvernance de ces entreprises publiques? D'ailleurs, qui est responsable de l'échec, de la faillite, du calvaire des dites entreprises? Comment comprendre que la création d'entreprises publiques dans ce pays se fait en fonction du cycle politique?
Savez-vous qu'au regard de leur statut, la faillite des entreprises publiques relève essentiellement de la responsabilité de l'État qui va de la création des entreprises à leur fonctionnement, mieux jusqu'à leur organisation. Comment comprendre que le Cameroun soit le seul pays où l'État d'une main obscure crée les entreprises alors que la vocation de l'État n'est pas de créer des entreprises mais plutôt de les réguler? Le principe est clair, les entreprises fonctionnent suivant un calcul économique alors que l'État fonctionne suivant un calcul politique qui n'est pas adapté aux réalités du marché. À titre d'exemple, la Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua, SEMRI, avait enregistré un déficit de 914,9 millions de francs CFA en 2015 contre 899 millions de francs CFA en 2014. Savez-vous qu'une telle situation intervenait dans un contexte où la politique de distribution des semences correspondait plutôt au calendrier électoral en décalage avec les exigences du calendrier agricole? On préfère distribuer les semences en période électorale alors qu'au moment où le calendrier agricole devrait être appliqué, ce n'est plus ça. Élection oblige. Savez-vous que la société Electricity Development Corporation, qui avait enregistré un déficit de 2,92 milliards de francs CFA en 2015, dans un pays en manque d'électricité, où les actions d'électrification ne débordent que très rarement la période électorale, étaient à interroger. On observe partout le même phénomène dans l'entretien routier, la construction des logements sociaux. Savez-vous que la négligence des exigences de la réalité économique s'est traduite par une explosion des dépenses sans que les recettes ne suivent, ce qui explique l'accumulation de déficits colossaux par les entreprises publiques? Savez-vous qu'en 2015, la Société immobilière du Cameroun avait enregistré un déficit de 2,124 milliards de francs CFA dans un marché de logement, pourtant très porteur, avec plus de 2,5 millions de ménages qui attendaient des logements décents, selon le Bureau central de recensement et d'études de la population du Cameroun, BUCREP. En 2019, au lieu d'inciter le privé à investir massivement dans ces secteurs porteurs, l'État y a conservé un quasi-monopole alors que la demande était très élevée et l'offre de qualité inexistante au niveau local concernant les logements sociaux. Le fonctionnement des entreprises camerounaises est plombé du fait que l'État opère une confusion de caisses. Bien souvent, il est en même temps producteur et client. Or, en tant que client, l'État consomme sans payer. La preuve, regardez l'état de la défunte Camer, regardez l'état de Camerco. L'État consomme sans payer, ce qui plombe la comptabilité des entreprises publiques. Par exemple, en 2015, la compagnie aérienne nationale Camerco a enregistré un déficit de 10 milliards de francs CFA et l'État était le plus gros débiteur. Savez-vous que ce problème chronique avait déjà conduit à la faillite de la défunte compagnie nationale Camer et qu'en 2019, il avait conduit à l'immobilisation de la moitié de la flotte de Camerco, 3 avions sur 6, faute d'entretien adéquat, parce que qui était le client? L'État du Cameroun. Qui était le premier pensionnaire? L'État du Cameroun. Comment comprendre que l'État se permet de nommer à la tête de ces entreprises des personnalités politiques qui les dépouillent pour financer la politique, comme l'atteste la composition de la commission des finances du parti lors des échéances électorales? Le fonctionnement des entreprises camerounaises est plombé du fait que les nominations par décret à la tête des entreprises est en lui-même un frein pour la performance dans la mesure où le décret répond mieux au pouvoir discrétionnaire du président de la République qu'au profit des compétences exigées par le poste. Pire, savez-vous qu'il permet aux décideurs de nommer des fonctionnaires qui n'ont pas été formés pour gérer les dites entreprises? Le fonctionnement des entreprises camerounaises est plombé du fait que les gestionnaires de crédit, parce qu'hommes politiques s'acharnent à instaurer un système de clientélisme ou de déférence aux décideurs dans un environnement où il faut respecter les normes du marché et consacrer du temps à la recherche et au développement. Le fonctionnement des entreprises camerounaises est plombé du fait que pour garder leur poste, les chefs d'entreprise publiques s'emploient plutôt à entretenir les réseaux de clientélisme, débouchant sur le chef de l'État, que de travailler à la création de la valeur pour leur entreprise. Par conséquent, il n'y a que très peu de création de richesses au Cameroun et donc émergence. Comment comprendre que la composition,
des conseils d'administration dans ce pays soient des plus bureaucratiques qu'ils soient et donc coûteuses pour les entreprises publiques. On enregistre à chaque fois des représentants d'une dizaine d'administrations, en plus de ceux de la présidence de la République et du Premier ministère. Pour mieux le comprendre, notez que la loi de 2017 a fait passer le nombre de membres du conseil d'administration de 5 à 12, ce qui alourdit les charges des entreprises, bien que satisfaisant aux exigences politiques de redistribution des postes. À quoi sert-il donc d'aménager? À quoi sert-il d'améliorer la bureaucratie si les représentants de l'administration publique sont là pour défendre l'orientation des politiques publiques données par le gouvernement? Point d'interrogation. À quoi sert-il d'avoir 12? Surtout que le chef du gouvernement, le Premier ministre, est lui aussi représenté dans ces différentes structures. Dépenses, et enfin faillite. Qui mange, ce sont eux. Voilà pourquoi les entreprises ne vont jamais prospérer au Cameroun. La colère de Charles Hamel Mbatchou ce matin. Et c'est justifié. Parce qu'on a des Camerounais qui sont nombreux ce matin, et même pour ceux qui nous regarderont cette nuit, qui nous disent qu'au Cameroun, ça ne vaut pas la peine d'y vivre. Il y en a qui au Cameroun, en même temps, en tant que Camerounais dans les entreprises publiques, ne comprennent pas comment est-ce qu'on y travaille et il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'évolution. Il y en a également qui se demandent comment peut-on avoir des entreprises qui, à un moment donné, grandissaient à une vitesse fulgurante et qui aujourd'hui sont carrément fermées. On va tenter de comprendre Bonbon Bengan. Au regard de la colère de ce matin, une question simple. Sommes-nous maudits? Non, nous ne sommes pas maudits, mais nous n'avons pas su négocier le passage de la colonisation à la post-colonie, pour utiliser le terme cher à Achille Mbembe. En fait, la première difficulté, c'est que les entreprises qui existaient, il fallait procéder à des mutations pour qu'on y arrive à les confier aux Camerounais. On a parlé à une certaine époque de la camerounisation des cadres. Donc, il fallait faire procéder à cette mutation. Mais cette mutation-là, comme il s'agit des entreprises, devait commencer d'abord par l'autonomisation des finances de ces entreprises-là. Il se trouve que de 1945 jusqu'en 1965, le Cameroun, gère les finances qui viennent du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des pays d'outre-mer, le Fonds FIDES. C'est là où on envoyait, quand on vous parlait des bourses, des entreprises, le premier plan quinquennal, ainsi de suite. Au point où, je pense, jusqu'en 1990, il y avait même encore des coopérants dans des universités, dans des lycées au Cameroun. On avait des professeurs de mathématiques, de sciences physiques qui étaient encore des coopérants. Donc, c'est cette négociation-là qui n'a pas été bien faite. Il y a un problème de formation, justement, de ces cadres. Non, il n'y avait plus de problème de formation, puisqu'en fait, on ne peut parce parler que la camerounisation, justement, des entreprises il y avait, les Camerounais étaient déjà des cadres, les Jean Assoumou, Ambroise Foilem, Augustin Kodok, il y avait eu plein de gens, des cadres d'ailleurs, qui, si je vous dis que c'est un Camerounais qui a informatisé l'administration publique en Algérie, vous allez pas croire. On n'y croira pas. Voilà, vous n'allez pas croire. Je le dis encore, il est encore vivant, parce que quelquefois, il faut dire les choses comme ça. Monsieur Dibong Essiene, qui est le père de l'artiste que vous connaissez là, comment vous l'appelez, j'ai oublié le nom, est l'un des plus grands informaticiens de l'Afrique. Monsieur Dibong Essiene. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, en France, on l'a connu, en Algérie et tout. Princesse Erika, voilà. Le papa de Princesse Erika que vous connaissez. Donc, il y a ces gens étaient très bien formés. Le problème qui s'est posé, c'est le deuxième. Il s'agit, et je pense que Paul Tedga, un journaliste qui est en France, il avait commis un livre chez l'Harmattan en 1990. Le titre du livre, c'est « Entreprise publique, État et crise au Cameroun ». Il y a donc le deuxième aspect, l'aspect juridique. Charles Hamel a parlé de conseil d'administration. Mais au-delà du conseil d'administration, il y a ce qu'on appelle l'Assemblée générale des actionnaires.
Et vous n'entendez jamais parler de l'Assemblée générale des actionnaires. On vous dit le conseil d'administration a le... À quel moment on réunit l'Assemblée générale des actionnaires pour essayer de voir non? Ça veut donc dire, et il a dit dans sa chronique, donc la prééminence du parti dans la gestion des affaires publiques. Et je pense que Paul Tedga le dénonce aussi, c'est ce que Charles Hamel a dit là tout à l'heure. C'est le politique qui vient gérer les problèmes cognitifs, même lorsque ça ne le concerne pas. Et c'est pour cette raison que lorsque vous lisez, par exemple, les... Mais Charles Hamel a bien dit que l'État, c'est le mauvais payeur de ces entreprises. Oui, mauvais payeur, ça vient donc comment? Lorsque vous lisez les textes organiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lorsqu'il naît à Bamenda, le règlement intérieur, je pense c'est l'article 184, il fait de tous les directeurs généraux et leurs adjoints, de tous ceux qui ont rang et prérogatives de secrétaires d'administration publique, est astreinte à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Ça date depuis l'époque du parti unique, de l'UC. Qui est devenu l'UNC, qui est devenu RDPC. Donc, on a fonctionné comme ça, où Mbombo, parce qu'il a des acquaintances politiques, on ne peut pas savoir s'il a la capacité de gérer ou pas, on me nomme là. Et moi aussi, je rentre au village, je commence à dire, mais nous sommes quand même 20 millions de Camerounais, si on a pensé à votre frère, il faut. Quelquefois même, on me met en porte-à-faux avec le directeur adjoint. Oui, mais le frère qui peut être là pour plomber l'entreprise, malheureusement. Non, mais il faut servir le parti. Il n'est pas servi, non, il n'est pas formé. Et même s'il faut servir le parti, on sait le parti ou on sait les Camerounais. Justement, c'est donc cette faillite qu'on dénonce. Paul Tedga l'a déjà la main aussi. Maintenant, regardez, certaines entreprises ici sont dirigées par les gars de l'ENAM. Alors que sur le plan même structurel, l'ESSEC de Douala, l'école des sciences économiques de Douala, pourquoi on crée une structure comme l'ESSEC? On ne fait pas une corrélation entre les produits formés à l'ESSEC et la gestion des entreprises publiques et parapubliques. Bon. Mais c'est plutôt l'ENAM où il y a des administrateurs comme voilà les faillites on a mené là. On vous a suivi sur ce coup-là, Mbomo Bengan. Je vais me retourner rapidement vers vous. Karine Santia, est-ce que c'est pas le clientélisme politique où on est appelé à remercier X d'avoir été un allié du régime en place, qui ferait que, d'ailleurs on a eu un cas récemment, ce matin nous parlions encore sur les antennes radio Equinox de la faction Bapolipot qui demande un peu plus de représentation d'entreprises à gérer. Ça c'était lors des accords de 92. Est-ce que c'est pas ça qui aujourd'hui justifie qu'on soit dans une faillite permanente comme le décriait Charles Hamel? Justement, parce que la personne qu'on nomme à ces postes-là dans ces entreprises publiques et parapubliques n'est pas forcément une personne qui a été formée pour gérer une entreprise, encore que le management public est différent du management privé. Donc, de ce fait-là, ils arrivent et puis ils trouvent ce qu'on a fait. Parfois, il faut renvoyer tout le personnel et venir avec ces nouvelles relations pour recommencer encore à piller l'entreprise. Du coup, on arrive à ces déficits que nous constatons. Au Cameroun, en 1988, on avait 188 entreprises publiques au Cameroun. Et en 2018, on comptait 28, parmi lesquels 12 avaient déjà des situations financières très très instables. 188 à 12. À 12. Voilà. Et puis, l'État en lui-même n'a pas pour vocation de créer en principe les entreprises, mais l'État peut réguler la gestion des entreprises. Sauf que dans notre pays, l'État est au centre de tout et au début de tout et puis à la fin de tout. C'est ce qui fait que les calculs politiques inadaptés à la réalité sociale arrivent à ces nominations à la tête de ces entreprises publiques et qui finissent par nous donner ce qu'on a aujourd'hui à la SEMRI, par exemple. 2014-2015, plus de 914 millions de francs CFA de déficit déclarés en 2015 à la SEMRI. Et pourtant, les Camerounais ne mangent pas le riz de la SEMRI. Et pourtant, il y a 2 ans, on nous a montré de riz. L'année dernière, on nous a montré du riz stocké à la SEMRI là-bas à Yagua qui n'est pas consommé. Et sur ce plateau, on nous explique qu'il y a des employés de la SEMRI qu'on paye avec des sacs de riz qui n'ont pas de salaire depuis très longtemps, mais une entreprise qui ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que dans le fond, le management n'a pas été mis sur pied pour que ça fonctionne, juste pour piller les caisses de l'État. Tel temps, on vous dit que donc ces entreprises aussi souffrent d'un réel problème de management. C'est ça le problème. Parce que si on vous dit que dans une entreprise, par exemple comme la SEMRI, le directeur général a l'obligation de donner par exemple 2 milliards à la fin du mois au parti au pouvoir pour assurer la fonction, l'existence ou encore le rayonnement du parti, ça veut dire que qu'ils produisent et que ce soit vendu ou pas, il doit cotiser
cotiser. On s'en fout de si votre entreprise est prospère ou pas, si je ne me trompe pas. Du coup, le jour où il ne fait pas des bonnes ventes, il doit retirer les 2 milliards. Ça fait qu'il entre dans un déficit. Le jour où il fait les bonnes ventes, tout le bénéfice sera reversé pour la cotisation. Et du coup, l'entreprise ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pareil avec les autres entreprises. Le décès aujourd'hui est devenu ce qui est devenu justement parce qu'on est arrivé à ce qu'on enregistrait plus de déficit que de production. Et encore, avec l'histoire de la Semri, je vais vous raconter une chose. En 2015, lorsque l'État décide, en 2014, lorsque l'État décide de faire la distribution des semences du riz à la Semri, c'était parce qu'il y avait campagne électorale. Ce n'était pas parce que c'était la période pour planter, pour avoir des semences et les mettre au profit de la terre. Donc, c'était un calcul politique bien pensé. Ce qui fait que, donc, au moment où, par exemple, les semences sont restées en magasin jusqu'à ce qu'on arrive au moment de la culture, vraiment, elles étaient déjà dégradées. Karine Santia, n'avez-vous pas honte d'être camerounaise? Non, j'ai pas honte d'être camerounais, mais j'ai honte d'avoir les dirigeants que j'ai. Très bien. Vraiment. Dominique Audrey, au-delà justement de tout ce qui a été dit ici, on regarde, est-ce qu'il n'y a pas, je veux dire, le capitalisme mondial qui a été pratiquement imposé aux pays comme les nôtres, notamment nous en Afrique subsaharienne, est-ce qu'on peut aussi voir ici qu'il y a ce que je peux appeler les institutions de Bretton Woods, par exemple le Fonds monétaire international et tout ce qui est capitaliste, qui peut empêcher les entreprises camerounaises, pour nous au Cameroun effectivement, à pouvoir véritablement émerger au vu de la dette intérieure et même extérieure. Quel est votre avis? Je vais vous reposer votre question autrement. Pensez-vous que, vous avez dit quoi, Bretton Woods? Oui, le FMI si vous voulez. Oui, le FMI empêche que Camerco puisse fonctionner normalement. C'est pourquoi je chute avec la dette intérieure et extérieure. Est-ce que tout ceci ne peut pas être des éléments qui nous empêchent vraiment de donner une vie réelle à nos entreprises au Cameroun? Non, c'est une malgouvernance, une mauvaise gestion des entreprises. S'il faut par exemple simplement prendre le cas de Camerco, en 2005, on a eu Boeing Consulting qui est venu établir un programme, un plan de relance de cette structure de 2016 à 2020. Il était prévu que le redressement donne environ 9 avions avec sensiblement 27 dessertes, que ce soit national, régional et même international. Sauf qu'à partir de 2018, je crois que c'était sous M. Dikoum, malheureusement, ce n'était que des ratés. Rien n'a marché. Est-ce qu'on n'a pas introduit de l'argent pour pouvoir relancer? Effectivement, on a fait. Donc, je pense qu'on met simplement des mauvaises personnes au mauvais endroit. Des mauvaises personnes, vous avez parlé de remerciements, des amis, des copains, oui. Pour faire fonctionner nos entreprises, on a besoin des personnes qualifiées à ces postes-là. On a besoin d'une amélioration au niveau des performances. On a besoin d'informatiser au maximum les systèmes en termes de personnel, parce qu'il y a des salaires qui sont parfois volés. Je ne sais pas si c'est le mot adéquat. Détournés, oui, voilà, puisqu'on n'a pas véritablement... L'étranglement justement des deniers publics aussi. Oui, on n'a pas un fichier qui retrace effectivement qui travaille ici. On doit avoir une maîtrise même de l'exploitation au niveau de nos différentes entreprises. On a la Camerco, on a la Sonara bien avant l'incendie. Beaucoup de gens parlaient déjà de la Sonara qui était une entreprise qui est en train de faire faillite. Donc je ne pense pas que ce soit le FMI à ce niveau-là, même s'ils ont une certaine responsabilité. Nous d'abord, on a la responsabilité première. Si on fait bien notre travail, même s'il y aura un impact extérieur, ça ne sera pas aussi considérable que l'échec cuisant qu'on a aujourd'hui. Avec les entreprises publiques au Cameroun. Allez, merci à vous Dominique Audrey. Mais il va peut-être falloir, pour sortir ce sujet rapidement, rappeler aussi qu'on s'en souvient il y a quelque temps de l'appel de Camtel qui avait estimé que l'État du Cameroun devait énormément d'argent à Camtel. Camtel a servi à l'État sa facture, lui rappelant que l'entreprise Camtel devait couper les lignes de téléphone dans toutes les entreprises, dans tous les ministères. Et il a fallu justement que l'on voie rapidement des gens monter au créneau, dire non, l'État va solder et que l'État paie toujours ses dettes. Mais à quel moment l'entreprise se meurt? Si on s'en tient à ce que Karine nous apporte, de 186 entreprises, 188 entreprises, on est en 1988. 1988. On était à 28 en 2018 et on est sensiblement... C'est bien dommage.
Dans quoi vit-on? Où est-ce qu'on va? Et là, on nous parle de l'unité nationale, de la reconstruction du Cameroun sous le renouveau. N'est-ce pas un échec? Marquons une pause et en parlons. Bon retour, madame, monsieur, 10-12, le Zénith. Et si jamais vous prenez le regard en ce moment et que vous êtes devant votre petit écran ou en même temps devant votre smartphone, n'hésitez pas à savoir que nous avions en première partie exposé ici un sujet un peu plus qu'important concernant une maman qui tomberait amoureuse, c'est mieux dit tomberait amoureuse de l'amant de sa fille et avec qui aujourd'hui le mec lui va aller un peu plus loin en épousant la fille, la maman essaye tant bien que mal, n'est-ce pas, de mettre un tout petit peu les bâtons dans les roues et puis on le dira comme ça. Allez, madame, monsieur, merci de nous retrouver. Charles Amel Battu tout à l'heure s'est arrêté sur la faillite des entreprises publiques au Cameroun et nous nous retournons vers vous, Charles Amel Battu. Au-delà de cette faillite, on passe de 188 entreprises à une vingtaine aujourd'hui, à une douzaine plutôt aujourd'hui. Est-ce qu'il y a lieu de craindre pour le pire? Peut-on renaître? Peut-on se relancer? Le pire est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez craindre le pire, c'est qu'on ne peut ne plus en avoir finalement. Le pire est là. Avec un chômage grandissant. Lorsque celui qui vous crée s'assure de votre fonctionnement, s'assure de votre organisation, c'est lui qui pilote, c'est lui qui tient l'entreprise, qui vous oriente là où il veut. Parce que la vocation de l'État, on l'a dit, n'est pas de créer des entreprises, mais au contraire, réguler l'ensemble des entreprises. Lorsqu'on vous nomme directeur, je ne sais pas moi, de la Maxi, on vous nomme directeur général du match génie, du labo génie. L'objectif d'abord, c'est une récompense. On parle d'une récompense politique. Vous avez trop dépensé, le parti a gagné, on vous donne une responsabilité. Lorsque vous arrivez, première chose, vous récupérez ce que vous avez dépensé pour pouvoir faire gagner. Vous commencez à vous servir. Entre-temps, il y a des lignes, il y a les militants qui doivent se déplacer. On se rappelle qu'à une certaine période, Timiévouna avait fait un communiqué intimant l'ordre au receveur de pouvoir donner l'argent pour les militants qui devaient aller accueillir le chef de l'État. Mais ça sort des caisses de la communauté urbaine, mon Dieu. Ça sort des caisses, vous avez eu plusieurs fois. On envoyait des lettres qu'il faut dégager une certaine somme pour la réception, pour la célébration de ci. Mais c'est dans les caisses du parti et dans les caisses de différentes structures. Vous avez, les entreprises, elles ont un calcul économique. Comment on va faire en termes de performance? Camtel, je veux me positionner, je veux faire ça. Camerco, je souhaiterais être leader. Mais on vous dit, monsieur, c'est pas ça. L'État, lui, il a un calcul politique. C'est autre chose. Et puis, quand on nomme quelqu'un qui ne maîtrise pas le b.a.-ba de la gestion, on vous nomme, je ne sais pas moi quoi, dans une structure de gestion agricole, vous ne maîtrisez même pas le b.a.-ba de la gestion. On a le cas des derniers PCA qu'on nomme en cascade. Je ne veux même pas les citer, mais parce que c'est redondant. On va les citer en pensant que c'est avec eux que ça commence. Ça commence bien en avant. Ils arrivent, ils sont assis, il ne faut rien. Vous avez le Sénamé. Le Sénamé, le directeur est resté plus de 40 ans. Il a été fatigué. Quand on s'est rendu compte qu'il ne parvenait même plus à lever le petit doigt, on l'a fait rentrer. Mais pour quel salaire? Le Sénamé, elle est où? On a nommé plutôt quelqu'un. Un autre choix politique. Regardez même dans la gestion des ministères. Regardez même dans la gestion des ministères. Les villages, les élites savent même que tel ministère, c'est pour nous. Vous suivez, tel ministère, c'est pour nous. Oui. On enlève un frère, on remplace le frère. On enlève le frère, si on remplace le frère. Observez les différentes nominations. Vous vous rendez compte que l'équilibre est respecté même dans l'octroi des différents postes. Donc on revient à ceci. Petite précision sur la mail. Oui. Il faut quand même dire que dans les accords de Fumbana, il paraît quand même, bon, Benga ne me le démentirait pas, qu'il y avait des ministères qui étaient attribués soit à des communautés camerounaises membres. Je ne me trompe pas quand même là-dessus. Oui, il a voilà. Vu les anglophones. Oui, alors, tout à fait. On revient à ceci que la méritocratie est biaisée. Celui qui arrive a une seule question. Je fais comment pour rester ici? Pour rester ici, il met un réseau. Un réseau qui va parfois jusqu'à la présidence de la République. Il y a des gens qui sont tapis, ce n'est pas des ça. Il y a des gens qui sont tapis. Non, c'est nous qui gérons les listes. Il faut que le gars se batte. Il faut qu'il aille dire merci. Il faut qu'il fasse. Il y a le réseau de ci, le réseau de ça. Ce n'est plus l'entreprise dont on est en train de gérer, mais on est en train de s'auto-gérer. Vous vous rendez compte, le 9 février, pendant la période électorale, janvier à février, les gens ont passé le temps qu'à aller distribuer les semences. Partout, on distribuait les semences. La campagne se fait avec les semences dans tous les villages. Que ce soit en pleine saison sèche,
on vous distribue. Il y a plein de villages, alors qu'il existe un calendrier agricole, en fait, qu'on a biaisé au Cameroun. Vous donnez les semences en pleine saison sèche. C'est pour que le gars plante quand? Pour que la maman conserve comment? Donc, vous voyez comment on s'est retrouvé à biaiser littéralement. On dit, ok, on va aller en campagne électorale. L'Assemblée, la campagne, c'est pour l'an prochain. Tu bloques toutes les sorties. Pendant qu'on est en pleine période, vous nous sortez 1000 sacs, 4000 sacs. On procède à la répartition. On arrive, les élites de tel, on vient en champ. On a pensé à vous. 16 sacs de riz, 17 sacs de riz. On a prélevé. Ça cause un déficit. C'est ça la gestion. Charles Membachou, ça peut changer? Vous y croyez? Kamer est mort comme ça. Un tel Kama a suivi la même chose. Aujourd'hui, on a Kamtel. Aujourd'hui, on a Kamerko. Franchement, il faudrait qu'on arrête avec cette politique du décret. C'est la performance. C'est l'Assemblée générale, comme disaient les actionnaires, qui devrait s'asseoir, tabler et véritablement voir qui maîtrise et placer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas en même temps être client et être caissier. Et ces derniers temps, bien sûr, on a eu une pluie des décrets et on a porté à la tête d'un certain nombre d'entreprises nationales pas mal de personnes comme étant des PCA et même des gestionnaires de ces entreprises-là. Et la question, bien évidemment, est posée. Sont-ils formés? Ont-ils la compétence ou le management nécessaire pour pouvoir le faire? L'État qui peut également, dans une certaine mesure, générer de l'argent et bien gérer les entreprises Monsieur Michel Gachou, dites-moi, comment se fait-il qu'en 2015, la demande de logements sociaux était dans l'ordre de 2,5 millions de francs de demandeurs, de ménages qui cherchaient à avoir des maisons en termes de demande, 2,5 millions. Mais quand vous dites qu'en 2015, la SIC a fait faillite. Charles Lamel, je vous demandais, croyez-vous encore à ce pays? Pour vous dire honnêtement, je ne crois plus. En tout cas, on en reparle. Allez, vos messages tout de suite. Karine Stontia va se plier à la lecture. Karine, c'est tout de suite et maintenant, nos téléspectateurs nous parlent. La sorcellerie, remettre les semences pour la campagne. J'ai eu vraiment en écoutant ça. C'est peineux d'être Camerounais et tchémolandrie. Concernant l'histoire du jour, le gars devrait dire ce qui se passe à sa belle-mère, avec sa belle-mère et lui à sa copine, qu'ils résolvent ensemble le problème avant le mariage, si c'est possible. Sinon, qu'ils se retirent de l'affaire. Par rapport à la colère du jour, on ne peut pas confier ces projets au privé car ces derniers sont stricts et n'acceptent pas des dépenses inutiles et sans revenus. L'État met donc leurs propres agents publics de sorte à endetter les dites structures sans que ces derniers n'aient mot à dire. C'est une stratégie gouvernementale de détournement de fonds publics. La perte revient au peuple étant donné que les familles d'État n'ont aucun problème, quitte à hypothéquer le pays. La primeur est donc à la médiocrité et au remplissage du ventre. El Hadj Midre depuis l'extrême nord. Écoutez, douceur, nous sommes tous confrontés en tant qu'hommes aujourd'hui. C'est lui, demain, ça peut être nous. Moi, à sa place, je commence par dire à la fille, je commence par dire à la fille, c'est elle la fautive. Pourquoi passer un week-end avec sa mère chez son futur fiancé? Seconde, une fille qui va au marché pendant que sa mère est restée avec son fiancé, ça dégage de la complicité. Et au garçon, je dirais, Blaise est aussi dans le jeu de sa belle-mère puisqu'il n'a pas encore réagi. Je crois qu'il a un téléphone comme le nôtre où il y a des paramètres tels que bloqués. Donc, il aurait déjà bloqué s'il n'était content de voir la nudité de sa belle-mère. Il devrait déjà l'avoir bloqué. Et je crois que Blaise ne serait jamais à l'aise dans cette famille car la mère n'aime pas sa fille mais aime plutôt le mari de sa fille. On sait ce que ça fait surtout chez nos frères de, je ne vais pas prononcer la région, d'entretenir des relations sexuelles avec leur belle-mère ou leur mère et la fille. En effet, ce garçon doit quitter cette famille en disant la vérité à la fille et que le garçon soit très méfiant parce que la mère peut aller dans le noir pour tous les sacrifices. C'est Marvel efficace. À plusieurs reprises et sa copine à chaque fois donnait le numéro à sa mère, naïvement. C'est assez compliqué quand même. Hein. Cette belle-mère est une sorcière. Il faut que les Africains arrêtent d'utiliser nos traditions à des fins diaboliques.
Yannick Jackson. Cette défaillance de nos entreprises est due d'une part au clientélisme politique. Après des élections, il faut remercier les copains, les copines et alliés qui nous ont aidés à monter aux affaires. Du coup, on ne se questionne pas sur la compétence managériale des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi un nombre pléthorique de ministres, ce qui fait que, après l'ancien régime, sous le renouveau, la majorité d'entreprises ont été fermées. Alain Djikam. Est-ce que justement c'est la preuve qu'aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas de compétences, on nomme des gens qui n'ont pas de compétences? Est-ce que celui-même qui nomme a la compétence nécessaire pour pouvoir gérer? Oui, c'est lui qui les nomme. Oui, mais lorsque vous nommez des gens qui sont incompétents, ne peut-on pas dire que vous-même êtes incompétent? Comment vous ne parvenez pas à voir justement qu'il y a une descente aux enfers et vous ne faites rien pour sauver justement ce que vous tenez en main? Non, les entreprises ont une nomenclature de gestion. C'est cette nomenclature qu'on doit respecter. C'est cette nomenclature qu'on doit respecter. La première chose, vous avez 2 écoles, des universités. Qu'est-ce qui fait qu'on nomme les gars de l'ENAM au lieu de ceux de l'ESSEC? Par exemple. L'ENAM, c'est pour l'administration publique. Vous pouvez être dans les régies financières, l'administration territoriale, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les SEC forment les gestionnaires, les managers. Les managers, eux, ils doivent le faire. Mais pourquoi on les écarte? Première interrogation. Deuxième chose, il a dit tout à l'heure, et Paul Tedgar l'a dit, il y a le rôle encombrant du parti. Le rôle encombrant, ce n'est pas exagéré de dire ici. Et là, Babi Sakan avait raison, c'est l'entrepreneur en chef lui-même. Parce qu'il est formé dans la politique. Lorsque Nyat n'a jamais voulu faire la politique. Il est formé dans la politique et non dans la gestion. On l'a pris dans la politique alors que le gars dit, je suis ingénieur, voilà comment je pense qu'on peut mettre les ampoules électriques même sur les arbres. Je suis à mesure de produire le courant électrique au Cameroun au point de mettre les ampoules sur les arbres. Il fait, il remet. C'est à ce moment qu'on lui dit, mais laisse à ta affaire, va être député. Il est élu député en 92 et on le nomme ministre. Conséquence, on met le projet de côté. Donc voilà un peu comment on dit. Charles a parlé tout à l'heure des logements sociaux. On crée une structure qui s'appelle Mipromalo, qui vous dit, oui, j'ai l'expertise, on peut faire des cités avec les planches. On peut faire les cités SIC avec les briques. Mais de l'autre côté, la SIC a des problèmes. Et le crédit foncier existe. Vous voyez, c'est quand même ambigu. C'est ambigu. Madame Tchinje, qui est l'actuel recteur de l'université de Ngaoundéré, s'est plaignée à Yaoundé. Donc, l'expertise, l'école des travaux publics est là. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit, voilà. Pourquoi donc ne pas permettre à la SIC de faire des cités SIC en bois, des cités SIC en briques, en pierre? L'imprimerie nationale. Nous avons le journal officiel qui doit être imprimé à l'imprimerie nationale. On ne le fait pas. Les cartes de lecteurs, un certain nombre de choses. Rien du tout. Donc, voilà une entreprise qu'on va être comme ça. N'est-ce pas tout ça? Les trucs des élections, c'est en Chine qu'on va commander. Voilà. Alors qu'il existe. Vous voyez, on a la SICAM ici. Et le candidat de renouveau, lui, il fait ses commandes de textiles en Chine. Comment vous pouvez... C'est bien dommage, mais on se demande, est-ce que c'est pas tout ça qui révolterait autant les Camerounais, bien qu'on soit révoltés, et qu'on tente par tous les mécanismes de communication à vous amener à ne pas vous révolter, parce qu'on sait comment ça se passe aujourd'hui, et qu'on a d'ailleurs vu ces images qui circulent sur Internet. Tout à l'heure, on en reparlera avec Karine Santia. Vraiment, c'est assez compliqué. Alors, donnons d'abord le temps à Karine de finir quelques messages et puis on en reparle. Vraiment, merci pour votre contribution. On poursuit, Karine, c'est avec vous. Concernant la colère du jour, le problème est simple à comprendre. L'État non seulement ne les subventionne pas, elles ne sont pas autonomes, mais l'État s'appuie encore dessus à des fins personnelles. Regardez la SICAM et l'affaire des masques. Regardez la Sodecoton pour la Camerco, Sonel, la SNEC, n'en parlons plus. On n'a plus de structures ministérielles, de conseils nationaux, d'agences de régulation que d'entreprises publiques. De 188 à 12 sur la même période, regardez le nombre de structures étatiques et vous verrez, nous ne produisons plus rien, aucune industrialisation de nos matières premières. On exporte
tout, même le cure. On importe tout, même le cure-dent. Donc, à quoi vont encore servir les sociétés-là? Pour les nominations, alors, à la tête de ces sociétés, on sait comment ça se passe. Quand la question de M. Ngachou, moi, je dis oui, ce pays est maudit. Dominique Audrey Oyengelek, vous écoutez bien tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Vous regardez la gestion de ce pays, vous regardez la gestion par l'entrepreneur en chef qu'on ne voit pas depuis un petit moment. Vous voyez pas les photos? Bon, d'accord, vous le dites très bien. Alors, est-ce que vous n'avez pas vous aussi honte un tout petit peu? Parce que c'est assez compliqué. On ne peut pas avoir des entreprises qui... c'est-à-dire, on parle de 188 à 12 quand même. On est là après le renouveau, 38 ans de vie, de règne, et on est dans un clientélisme politique. Finalement, ça nous rapporte quoi? Au petit peuple, au petit Camerounais. C'est de votre faute. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de votre faute. Il y a des sanctions que le peuple souverain peut apporter. Malheureusement, toutes les fois où on a donné l'occasion à ce peuple souverain-là de manifester son mécontentement, de dire non, aujourd'hui on veut de l'eau, non, on veut du travail, on veut des entreprises, on veut des routes, vous avez toujours voté pour le même système. Aujourd'hui, vous ne devez pas vous en plaindre. Moi, je n'ai pas honte d'être camerounaise. Ma honte aujourd'hui, c'est que les Camerounais se complaisent là-dedans. C'est qu'on ne voit pas un désir de changement. Malheureusement, vous allez trouver des Camerounais qui se complaisent là-dedans. Lorsque vous direz, on n'a pas d'entreprise au Cameroun, on vous dira, vous êtes des antipatriotes, vous êtes ceci, pour aller rentrer chez eux et dormir dans le noir, dormir dans les inondations et dormir sans eau, sans avoir rien à manger. Donc, aujourd'hui, à côté de ça, la mauvaise gestion, je crois qu'on est habitué. C'est un peu comme le système de santé. C'est comme ça. Il n'y a aucun bout par lequel on peut prendre le Cameroun et dire que c'est bon, sauf si c'est la corruption, sauf si c'est le vol, sauf si c'est l'invective, ce sont les menaces. Oui, si c'est par là, vraiment, on est champion, on est super, tout va bien. Mais à côté de ça, rien. Donc, savez-vous qu'on parle d'unité nationale dès demain? Pardon? Dès demain, c'est la fête de l'unité nationale. Pensez-vous que le Cameroun soit uni? Moi, je ne vois pas d'unité parce qu'il y a une partie de mon cœur qui est dans le nord-ouest et le sud-ouest qui est en guerre. Une partie de moi est en guerre. Peut-être l'unité également se manifeste dans ces entreprises. On va prendre un enfant de telle région ou telle localité, on placera la tête d'une entreprise X parce qu'il va falloir qu'on parle d'unité. Vous parlez d'équilibre régional. Bon, quand on rit, c'est pas tout de quoi il rit. L'équilibre régional. Vous parlez d'équilibre régional. Ça, je ne pense pas que ce soit l'unité, ça. Non. L'unité, c'est pour moi, si j'avais un modèle d'unité aujourd'hui, c'est d'avoir faim mais d'être en paix. C'est d'avoir faim et d'être vivant. C'est être en paix et pouvoir aller à Boya, aller à Limbe sans être inquiété, sans avoir peur. C'est pouvoir aller dans la région du Nord, visiter là-bas sans le risque de me faire attaquer par Boko Haram. Je pense que c'est ça l'unité. Donc si on veut offrir quelque chose aux Camerounais, si on veut reconquérir le cœur des Camerounais à quelques heures de la célébration de la fête de l'unité, qu'on arrête de tirer les uns sur les autres. Dominique Audrey Oyengelek pour cette contribution. Madame, Messieurs, dans un instant, nous irons voir exactement ce que vous nous avez proposé sur la toile, les sujets qui font la une, les sujets qui font le buzz. Et bien évidemment, Karine Sontia est allée très loin. J'ai très peur pour ce que vous allez voir tout à l'heure. Karine Sontia, je me retourne vers vous. Nous nous retournons vers vous et nous vous laissons justement le faire à nos téléspectateurs. Oui, une vidéo qui fait le tour de la toile depuis hier soir. Elle a été tournée dans la région du Sud, à Ebolova. C'est dans une localité là-bas, un administrateur civil qui oblige un chef traditionnel à remercier le don du chef d'État et de se taire par la suite. On vous permet d'écouter, de regarder cette vidéo et d'écouter ce qui se dit. Reculez du territoire de la République. Soyez donc le messager de la bonne nouvelle. Cette nouvelle d'un père, le chef de l'État, qui vole au secours de ses enfants, qui aime tous ses enfants et ne veut en perdre aucun. Portez ce message d'espoir qui voudrait qu'en respectant les mesures barrières, nos populations puissent véritablement se mettre à l'abri de toute contamination au Covid-19. Bon, je remercie le chef de l'État
parce qu'il a fait un grand travail pour nous tous. Mais moi, je suis au fin fond de ce pays. Je suis à la limite de Ebolva et Kribi. Pour ça, ça ne m'intéresse pas. Il me faut Majesté, les actes du chef de l'État sont empreints du sceau de la souveraineté. On ne les critique pas, on ne les commente pas négativement. Bon, d'accord. Voilà. Que ce soit un message d'observation de votre part. Vous voyez donc pourquoi parfois il donner la parole à tout le monde. Vous dites merci. Un tien vaut mieux que deux tu auras. N'est-ce pas? Dites d'abord merci. Et vous avez suivi le préfet qui a dit qu'à la suite du chef de l'État, le chef de l'État, vous avez fait la musique, c'est la clé de sol. Il donne la gamme. Et tous les autres musiciens doivent savoir. Ça se passe lorsque on administre des personnes qui sont à la maternelle. On vous dit chanter, tout le monde chante. On dit danser, tout le monde danse. Et c'est macabre parce que sur la toile, les commentaires sont très violents et très insultants même. On va certainement avec vous, Carison, tu as regardé quelques commentaires qui ont suivi ce sujet-là. Charles Amel Bachou, est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'on a désacralisé là même l'autorité du chef, n'est-ce pas? Et lorsqu'on humilie un chef autant qui vous dit « je n'en veux pas », comment vous interprétez ça, vous, Charles Amel? Alors, il faut dire déjà que ce chef appartient au clan, si on veut dire, au clan des Efulameyon. Efulameyon, c'est un clan de ce côté du sud Cameroun. C'est un clan, on peut appeler ça mouvement. Ce sont eux qui ont donné naissance pratiquement à l'union des populations du Cameroun, dans cette zone dont il parle, limitrophe Efulameyon. Donc c'est des gens qui ne mâchent pas leurs mots quand il faut s'exprimer. Ils disent ce qu'ils pensent, même s'ils sont au bord de la guillotine. Ils vous disent, vous n'allez rien leur faire. S'ils vous disent la route ne passe pas, elle ne va pas passer. Donc, il n'est pas passé par 4 chemins, il est venu là parce qu'il y avait un message à dire. Il est venu là parce qu'il fallait qu'il soit là en ce moment pour transmettre le choc. Regardez que de cette zone à Campo, lorsqu'on refoule les Camerounais de la Guinée équatoriale qui vont revenir par Campo, ils se retrouvent à traverser une route qui fait sensiblement, en fait, normalement, elle est censée faire 45 à 1 heure de temps, mais vous la faites en 4 heures, 6 heures à cause de l'état de route. C'est une zone complètement abandonnée, c'est une zone complètement oubliée. Vous vous rendez compte que pour signer un papier, pour la région du Sud, vous êtes obligé de partir de Kribi. Je dis dans la zone, pour ceux qui sont à partir de Kribi, contourner par Yaoundé pour arriver dans la région du Sud, faire signer avant de revenir à Kribi. Les routes qui vont de Kribi à Ebolwa, ça ne passe pas. Donc, voilà donc ce type de chef dont on a besoin, même si après on lui a dit qu'on va le destituer de ses fonctions de chef. Il a dit il n'y a aucun problème, ça ne lui rapporte d'ailleurs rien. Si on vient, on le destitue. Celui qui viendra, il ne voit pas ce qu'il aura de plus que lui qui est présent. Donc je dis, je tire un coup de chapeau à ce chef. C'est comme ça que les chefs doivent faire. Ils ne doivent pas être complices de la destruction, de l'assassinat du peuple. Mais on a plutôt envie de comprendre bon. L'attitude même du préfet, je crois que c'est le sous-préfet qui parle là, Oui, c'est le sous-préfet qui parle et qui intime et qui dit des choses qui peuvent, ça peut froisser. Est-ce que ce type de déclaration ne peut pas vraiment créer, on ne le souhaite pas, nous Camerounais qui aimons le Cameroun, une déflagration sociale réelle? C'est quoi cette attitude justement du sous-préfet là? Non. Lorsqu'on les installe, quel est le mot qu'on dit, qu'on prononce? Prenez le commandement. Prenez le commandement, il faut commander. Ça, c'est ce que... On commande sans écouter? Voilà, et justement, il faut faire taire toute revendication. C'est ça le commandement. Il faut montrer que vous avez le pouvoir. C'est ça, on lui dit, on ne commande pas le chef de l'État. Nous sommes dans une république. Pourquoi ça? Bien que le chef soit un auxiliaire d'administration, mais non. On dit au président de la République qu'on n'est pas d'accord.
On n'est pas d'accord parce que l'autorité administrative, lorsqu'on l'affecte, il a 2 visites. Il a payé même par l'État. Mais malgré ça, il prend sous tous nos chèvres et tout qu'on donne. Ouais, il exige qu'on accueille le sous-préfet, le préfet. Il y a ce qu'on appelle visite de prise de contact. Et il y a ce qu'on appelle visite économique. Quand il vient, visite de prise de contact, il regarde ces populations, ces administrés. Il doit faire un rapport de quelle situation, comment il les a trouvés. Mais les mensonges ont voulu qu'il dise je vais transmettre à Kidira. Après vient une visite économique. Est-ce que Mbombo aura une petite unité qui fait l'huile de palme là-bas? Est-ce qu'il y a qu'il décortique, je ne sais pas moi, les palmistes? Est-ce que tel a un champ? Il vient donc, en principe, doit donc encourager la population. Et c'est par rapport à ça qu'il va veiller à ce qu'il y ait des routes. Il y a, mais ils ne le font pas. Et il ne voudrait pas, parce que le chef, c'est sûr qu'en aller-retour, il va payer autour de 10 000 francs pour venir prendre un seau. Et d'abord, il a commencé à remercier. Vous voyez l'autorité administrative qui le blâme. Le gars dit, oui, merci. Parce qu'il a déjà mais beaucoup sachez fait. que ça ne me suffit pas. Permettez-moi, donnons la parole à Dominique Audrey. On a vu le seau, Dominique Audrey. On a vu le seau qui est le seau dans le récipient, si vous voulez. On a vu le seau de la République. On a vu le seau, en fait, qui peut être l'idiot. Et on se retrouve finalement dans ces différents seaux. Quand vous regardez ça, quand vous regardez ces images-là, il y a eu 3 seaux quand même. Finalement, quelle analyse vous faites justement de ces images-là, vous? L'analyse du peut-être le seau SOT, qui est l'homonyme d'idiot, ou bien voilà, de tout ce qu'on peut comprendre. Finalement, vous m'avez perdu. Voilà, il y a le seau qui est le SOT. Est-ce qu'on a vu le seau qui a remis le seau? Oui, est-ce que vous avez vu le seau qui a remis le seau du seau? Voilà. On l'a vu. On l'a vu et malheureusement, on en rit peut-être, mais à travers ça, je me suis souvenu d'un autre sous-préfet qui avait fait courir 2 hommes en lono, toujours... non, c'était pas 2, c'était 4 chefs, okay, 4 candidats. 4 candidats qui à la être chefferie. Oui, on leur a fait une dictée, après on les a fait courir. Donc je crois que le monsieur qui remettait le don, entre guillemets, du chef de l'État, on n'a pas dit qu'il est sot, il faut qu'on précise. On n'a pas dit qu'il est sot. Personne ne l'a dit. Voilà. Le don de l'État, qu'on ne devrait pas commenter, et surtout mal commenter, reste dans ce sillage-là, dans cet état d'esprit selon lequel tout ce qu'on vous donne, vous prenez. Vous payez les impôts, vous êtes des citoyens, vous devez vous soigner, vous devez avoir de l'eau, mais si on construit un hôpital, vous devez dire merci. Si on ne construit pas un hôpital, vous devez dire merci. Si on vous renvoie ou bien on vous licencie, on vous envoie, vous dites d'abord merci. Et après, on verra la suite. Malheureusement, on est dans ce sillage-là. Mais je suis heureuse. Je suis heureuse parce que à une époque, je me suis dit non, mais nos parents, nos grands-parents, ceux qui nous ont précédés, sont restés muets. Ils sont restés mous. Ils ne parlaient pas lorsqu'ils n'étaient pas contents. Ils acceptaient tout. Mais le avec régime ce était chef-là, dictatorial, barbare, oui, cruel. Avec ce chef-là, on a... C'est un souffle nouveau, c'est l'espoir de ce que si vous n'êtes pas content, vous devez le dire. Si vous n'êtes pas content de quelque chose, dites-le. Mais au moins, le message est passé. Là-bas, à Minkan, entre Ebolova et Kribi, ils n'ont pas un problème de seau. Leur problème est ailleurs. Une personne un peu plus avertie aurait dit... Oui, vous avez des problèmes. Quel est le problème? Prenez notre don. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vous dérange? Le don, c'est un seau et un savon. Oui, donc par chef. Donc, si on a 4 chefs, on donne juste 4 seaux. C'est vraiment merdique. Et il paraît, Karine Sontia, que ce chef n'attendait pas seulement... Il ne voulait pas le seau. Le seau, il n'avait pas un problème de seau. Il s'attendait au seau dans lequel il allait déverser de l'eau et avait un petit robinet. Quand vous écoutez la vidéo, c'est assez compliqué. Il dit bien vers la fin, parce qu'on lui avait enlevé le micro, il dit qu'il voulait le seau qui a le robinet. Juste ça, hein? Genre, quelqu'un vous donne quelque chose, vous trouvez que c'est pas important pour vous parce qu'on ne fait des cadeaux que des cadeaux de besoin. On ne donne pas un cadeau à quelqu'un quand tu sais qu'il ne va rien faire avec. C'est pour ça que quand quelqu'un va se marier, on lui donne des casseroles, on lui donne des plats, on lui donne des couverts. Pourquoi? Parce que ça peut être utile. Vous
pouvez pas donner à quelqu'un qui a besoin d'un fût, un seau de 10 litres. C'est pour qu'il fasse quoi? C'est un chef traditionnel. Quand il va déposer ça au milieu de sa cour ou bien à la colline qui descend chez lui là, il faudra qu'il mette un robinet pour que les gens puissent laver les mains, puisque c'est avec de l'eau coulante qu'il faut se laver les mains. Moi, je reproche beaucoup à notre administration le mépris qu'elle a envers les Camerounais, envers les populations. Citoyens. Pas les populations, parce que nous ne sommes pas des masses, envers le peuple. Les citoyens. Parce que vous avez devant vous un chef traditionnel qui vous précède. C'est-à-dire qu'il vous précède. Pourquoi? Parce que son pouvoir ne vient pas d'un décret en principe. Son pouvoir vient des dieux. Et quand il se met devant vous pour parler, ça veut dire que dans sa localité, il ne dort pas. C'est tous les jours, on vient dire, tel piège s'est passé, s'il y a un incendie, il n'y a pas d'eau pour éteindre l'incendie, il y a telle chose. Peut-être que lui, il a même payé un transport tellement élevé pour arriver là-bas et prendre son don que vraiment, il sent que le seau, quand il va rentrer bredouille avec le seau dans son village, mais il sera hué. Il sera hué. Voilà encore une des raisons pour lesquelles on ne respecte plus les chefs traditionnels aujourd'hui. Parce que quand on regarde leurs actions et leurs accointances avec le chef avec le gouvernement et on voit les retombées sur nous, on voit qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas de corrélat, il n'y a pas de relation. Ça fait mal parce que quand on nous dit qu'il faut respecter les aînés. Mais quand je vois ce papa-là devant le sous-préfet, je vois bien qui est l'aîné. Et je vois le ton, le pédantisme, les manières, le pédantisme, les paroles utilisées pour lui dire tais-toi, prends le seau et va-t'en. C'est assez compliqué, allez Karine. On va également rappeler que c'est un sujet qui crée beaucoup de commentaires sur la toile aujourd'hui. On en parle énormément. Mais on va rappeler que c'est humiliant, c'est ahurissant, c'est incompréhensible. Et on sait qu'il y a 2 milliards de francs CFA qui devaient être distribués aux 360 communes d'arrondissement du Cameroun. On n'en sait vraiment rien de la gestion chez Alain Bachou. On va permettre à Karine rapidement d'aller d'abord au deuxième sujet et on va continuer les commentaires. Oui, cette fois-ci, c'est un policier, inspecteur de police principal, qui est accusé de viol sur une jeune fille enceinte de 26 semaines, âgée de 18 ans. Il aurait interpellé cette fille à Banjoun, l'aurait amenée à Bafoussam et aurait abusé d'elle devant un portail. Et associé à cela, il y a que depuis lors, la fille souffre de malaise et le document qui a été servi notamment au procureur de la République est accompagné notamment du dossier médical de la jeune fille. Bonbon Bengan, lorsqu'un policier, c'est-à-dire qu'on devrait se sentir en sécurité, fier quand on voit la police, et que aujourd'hui ce soit la police elle-même qui vienne à violer ses citoyens, les citoyens qu'elle est censée protéger, est-ce qu'on ne peut pas tout de suite demander vraiment au DGSN ce que lui fait de ses policiers? Qu'est-ce qu'il leur dit? Comment est-ce qu'il les éduque? Comment est-ce qu'il les forme? On ne peut pas s'interroger. Comment vous comprenez ce qui s'est passé à Banjoun? Non, la formation de la police camerounaise introduit justement la protection des populations des biens. La formation de la police camerounaise intègre l'application des droits de l'homme. Donc là, c'est un élément égaré. Il doit être puni. Il doit être sévèrement puni. Donc, j'ai lu les cours. C'est un cours, comme il est inspecteur de police, il est sorti de Moutenguené. Non, ils ont des cours bien élaborés. Et voilà. Donc en fait, au regard de la formation qu'ils ont à l'école, ils ne peuvent pas se prêter à ces déviances-là. Mais maintenant, lorsqu'il y a un élément comme ça dans le corps, il faut le retirer du corps et le punir sévèrement. Donc, on est à se demander quand même si c'est la première fois. Première fois, deuxième, cette fois-ci, il est pris la main dans le sac. Il faut le punir sévèrement. Il faut le punir. Donc, quand le policier prend l'engagement de protéger les biens et les citoyens contre sa vie, donc il expose sa vie, et là, on les considère comme les métiers nobles. Et à ce moment, vous ne pouvez donc pas au même moment venir abuser de ces populations que vous êtes censés protéger, et qui plus est, une fille qui est enceinte. Donc là, c'est un acte criminel, ce n'est pas possible. Et surtout, lui, le policier, qui sait ce que c'est que le droit, c'est lui, il est officier de police judiciaire. Il va donc faire comment à ce moment-là? Donc il a failli à sa mission. Il faut qu'il soit puni sévèrement.
Charles Hamel, votre observation? En octobre 2019, on a eu le même cas. C'était au nord-ouest où un militaire avait violé une jeune fille. Il l'avait fait rentrer, ses compagnons étaient devant, il a violé la fille. On s'est offusqué, on a parlé de ce sujet. On a interpellé qui de droit, on a parlé des sanctions. Après silence, on joue. Nous avons eu la même situation à Bonaberi où un homme en tenue pendant la garde à vue, procédant à la garde à vue, il a violé, c'est sur la toile, les vidéos sont là, même sur YouTube, violé une fille qu'il avait mis en garde à vue. La fille s'est plaint, les réseaux, comment vous appelez ça? Les organisations de droits de l'homme. Oui, on s'est plaint, c'est passé sous silence. Voilà un autre cas. On a des cas comme ça, même à Mandio, je vous cite, à Mandio. À Mandio, c'est des populations. J'ai eu l'occasion de m'arrêter là il y a une semaine. C'est des parents qui sont venus me voir pour se plaindre de l'attitude d'un haut gradé. Je préfère employer cette expression, haut gradé de la zone, avec les petites filles. Les petites filles à Mandio, ils nous regardent. Ça ne va pas. Je crois qu'il faudrait qu'on procède à un recyclage véritable des mœurs. Oui, le corps est sain, mais on a des esprits pollués au sein de nos forces de maintien de l'ordre. On a des esprits vraiment tordus qu'il faudrait redresser véritablement. Voir, monsieur, je pense quand vous regardez l'image qu'elle est malade. La petite? La petite est malade. Déjà enceinte aussi. Non, elle est malade. Même si c'est psychique. Elle a des problèmes psychiques. Donc, abuser, parce qu'il y a des doubles fautes. Il abuse déjà de quelqu'un qui mentalement n'est pas stable. Et il viole, il y a le viol. Et il faut rappeler qu'elle est enceinte. Hein. Alors, imaginez-vous, regardez l'état dans lequel elle est. Vous pouvez imaginer ce que cet individu a pu poser comme acte. À côté de ça, il y a de nombreuses femmes. Je profite de l'occasion pour le dire, pas seulement cette jeune fille. Il y a plein de filles ici qui ont une certaine période. Je dis une certaine période. On organise des rafles, on sélectionne certaines filles. Il y a des rituels. Est-ce que c'est un rituel qu'il a voulu faire? Ça peut être un rituel. Vous savez qu'il y a des gens qui, pendant les rituels, ne cherchent que les folles, ne cherche que les fous. Vous vous retrouvez, il a besoin de poser. Est-ce que c'est ça? Il faut purger véritablement cela. Et j'invite véritablement tous ceux-là qui ont la connaissance comment on va dire, des plantes, qui ont la connaissance du mal, les abeilles et tout. On a besoin d'eux maintenant. Oui. Le Cameroun a besoin d'eux. Il faut envoyer des abeilles. Je dis, monsieur Michel Gachou, le Cameroun a besoin d'eux maintenant. Maintenant, on a besoin d'eux. De cette... Bon, on parle tout le temps d'une djek. On a besoin de ça. On n'a plus besoin d'attendre, monsieur Michel. Donnons la parole à Dominique Audrey. Elle nous donne son avis justement sur cette question. Ce fait-là, Dominique Audrey, qu'est-ce que vous en dites? Je suis en colère, monsieur Ngatchou. Merci de rejoindre Charles Hamel. Oui, enfin. Parce que ça peut être ma soeur, ça peut être moi, ça peut être une enfant. On a vu des enfants qui sont morts de par ce genre d'acte. Maintenant, le code pénal prévoit des mesures, prévoit 5 à 10 ans d'emprisonnement en son article 296, le code pénal. Oui, pour de viol. Maintenant, quand c'est encore une mineure, c'est encore plus grave. Mais maintenant, monsieur Mbatchou a cité un certain nombre d'actes qui ont été posés dans ce sens et jamais on a eu de suite. Donc maintenant, les abeilles, je pense que c'est la sentence. Même s'il ne va pas mourir, au moins il sentira dans sa chair ce que ça fait. Non, ça se pose juste sur son pantalon. Donc, à l'endroit, il marche avec ça. Oui, ça va lui passer l'envie d'avoir, oui. Peut-être qu'il faudrait qu'on revienne à la justice, on va dire ancestrale, qui se gérait autrement. Mais vous avez vu le cas de Bello, où ceux, Ibrahim Bello, où ceux qui ont désossé cet enfant, l'ont amputé littéralement, il est en train de se balader carrément. Il se balade carrément là au tribunal, il a dit quoi va me faire? J'appartiens à, vous ne me ferez rien, et on ne lui a rien fait. 3 ans avec sursis. Mais c'est ça, si on arrive à ça, autant mieux chacun cherche ses abeilles. La loi ou ses fourmis maillants. Allez, Karine, on va certainement terminer avec les sujets. Vous en avez pour nous? C'est sujet important d'en savoir. Il y a un dernier sujet, mais le sujet de cette jeune femme, c'est glacial. D'accord. Alors, on parle cette fois-ci de Maurice Kamto, qui n'a pas été reçu hier par le ministre Atanganji hier. Maurice Kamto s'est rendu au MINAT pour essayer de rencontrer le ministre de l'administration territoriale, notamment par rapport à la question de Survie Cameroun, Survival Initiative. Et il n'a pas pu le rencontrer. Du coup, il s'est rué vers le marché Mokolo pour distribuer tous les dons
qui est en sa possession. On sait qu'il y a quelque temps, le ministre de l'administration territoriale avait fait savoir à Mondo Vision qu'il attend que Kamto ou encore que le président du mouvement de la Renaissance du Cameroun vienne le rencontrer dans son bureau. C'est ce qu'il a tenté de faire hier. Il allait le rencontrer. Malheureusement, il n'a pas été reçu. On se demande bien, Mbombo Bengan, comment le président d'un parti politique vient voir justement celui qui est susceptible de gérer ces partis politiques et demande l'audience à le rencontrer, et que celui-ci, et qu'une fois de non-recevoir lui soit servi. Comment vous interprétez ça, Bombo? D'abord, je pense que M. Kamto n'a pas encore donné toute la clarification. Je ne sais pas s'il s'est exprimé de l'affaire. Est-ce que c'est le président du MRC qui est allé le rencontrer? Est-ce que le promoteur de Survival, l'un des souteneurs de Survival Cameroun qui est allé rencontrer, je n'en sais rien. Mais si je pense que le parti au pouvoir veut ramener Kamto à reconnaître sa légitimité et sa légalité, c'est pour ça qu'on lui impose de venir en tant que président du MRC. Et d'arrêter de dire qu'il est président élu, c'est ça? Voilà. Donc, et s'il est allé comme représentant de Survival, c'est-à-dire leur dire que non, je suis des affaires, ne pouvait pas. Maintenant, comment la rencontre a été négociée, je n'en sais rien. A-t-il demandé une audience avant? C'était par téléphone, c'était par un de ses camarades qui l'a envoyé là-bas. Je sais également qu'un homme de droit, ancien ministre, il ne pouvait pas se lever comme ça à la maison et dire « je vais rencontrer le ministre Atangandji ». Il y a eu un préalable, on ne sait pas à quel niveau les premiers échanges ont eu lieu. Est-ce que c'était avec Atangandji, c'est avec le cabinet du ministre de l'administration territoriale, avec son secrétariat particulier, ainsi de suite, ça, on ne sait pas. Maintenant, le fait de distribuer, moi à sa place, je ne me serais plus dérangé de le faire. Vous distribuerez directement? Oui, je distribue, je informe, je commence à distribuer. Quand il a envoyé Maître Yondo Black pour remettre le matériel à Samuel Kleda a pris, il a remercié, donc pour le compte de l'archidiocèse de Douala. Et quand il est quitté de là, il est allé distribuer. Moi, je pense qu'à un moment, c'est lui qui veut aider les Camerounais. Et les Camerounais sont dans la souffrance. Très bien. Les Camerounais sont en train de mourir. Qu'ils viennent, qu'on l'arrête aussi, si on veut, comme on a arrêté ses camarades la semaine dernière. Qu'il fasse même un plan. Il dit, moi, Maurice Kamto, je commence par les 7 arrondissements de Yaoundé. Il fixe là où il ira. Et justement, où si l'archidiocèse de Yaoundé a des centres de santé ou des cliniques, il va leur donner. Donc je pense qu'il peut, il doit s'investir à faire ça comme ça. Très bien. Charles Amel Mbachou, tentative d'humiliation de la part du MINAT à l'endroit de Maurice Kamto ou provocation de Maurice Kamto au MINAT? Vous savez, cette affaire-ci commence à devenir comme un film de Louis de Funès. Lequel? Ouais, c'est comme un film de Louis de Funès, où on veut nous faire rire. Vraiment, nous ne sommes pas là pour rire, on ne veut pas être amusé, ou alors une comédie de Coluche. J'ai bien l'impression que on est en train de vouloir nous faire non, soyons sérieux. Maurice Kamto savait qu'il ne pouvait pas être reçu par Atangandji. Il savait qu'il ne pouvait pas. C'est des disciples ndés, c'est des gars qui sont prêts à mourir. Vous savez, dans le sérail, pour un peu, vous avez vu ce que l'audio de Jean de Dieu Momo, en fait, qu'il a mis entre guillemets à provoquer. Vous avez vu ce que c'est. Vous avez vu tout ce qui a été dit concernant les responsables de certaines banques au sujet du financement de la campagne de Maurice Kamto. Voir un Atangandji, le soldat du RDPC, recevoir l'autre dans son bureau. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce qui allait être dit. Je crois que même lui, Maurice Kamto, avait son plan. Son plan, c'était d'abord d'aller là-bas, ne pas être reçu et dire que je ne vais pas donc partager, tu vas venir me trouver là-bas. Mais il savait qu'il devait s'affronter là-bas. Malheureusement, chacun s'est donné un peu zolo. Ils ont eu tous les zolos. Parce qu'il est allé, on ne l'a pas reçu, il a dit bon, je ne vais pas partager. Fais quoi, il va sortir de son bureau. Et il n'est pas sorti, il a partagé tranquillement jusqu'à rentrer. Donc, ça va. Donc, on va dire que Survie, Cameroun, Survival Initiative peut se poursuivre humblement et simplement. Jusqu'aujourd'hui, les orphelinats, jusqu'aujourd'hui, Survival Cameroun,
les orphelinats n'ont pas eu. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, sur Vilva Cameroun, les déplacés de la crise anglophone n'ont rien eu. Ils sont disséminés dans des centres, à Mabanda, à Bakepe Misoke. Ils sont allés les donner. Mais allez donner ça là-bas. Merci beaucoup. Ils en ont besoin. Merci à vous. Allez, on va marquer une petite pause, madame, monsieur, le temps de nous retrouver. Et vous le savez, nous vous rappelons que vous êtes sur Equinox Télévision. Karine Santia nous prend quelques messages pour le moment. Et par la suite, nous reviendrons avec autre chose. Et merci de rester présent sur les antennes d'Equinox Télévision. On dira au-delà de l'image, nous vous rendons compte. Karine Santia. Les militaires tapent les enseignants, tu joues toi aux cartes, on te met une balle dans la tête, tu as les papiers, mais il faut quand même choco. Ta fille enceinte passe un IPP, on la viole. Passe un IPP, on la viole. Les gars du BI braquent déjà, vive la fête de l'unité. Tony Franck Danchoua. En passant, la semaine passée, le même gouvernement a insulté mon village Barouang en offrant un sac de riz et un carton de savon pour tout un village. Seigneur, j'ai été choqué. Quel mépris, quelle insulte. Je ne sais pas ce qui arrive à notre gouvernement-ci. Brice Arnaud Feussy. Alors, par rapport au sujet du jour, je pense que le fiancé de cette fille n'est pas tout à fait sérieux, car s'il était véritablement, il allait repousser sa belle-mère auprès de lui et faire part du harcèlement de sa belle-mère vis-à-vis de lui à la fiancée. Une relation, c'est le dialogue. Il devait le lui dire et ce qui va arriver arrivera. Et cette femme aussi n'est pas bonne. C'est une mauvaise mère et je dirais même une mère qui est jalouse du bonheur de sa fille. Et à ce que je sache, toute maman est fière lorsque sa fille va en mariage. C'est le bonheur de toute maman. Mais ce n'est pas le cas pour cette femme. Cette relation est vraiment compliquée. Leslie de Douala. Merci Karine Santia. Et nous allons retrouver sur le plateau B ce matin notre frère et ami Consti Lamine qui vient nous parler de Sorepco. Bonjour Consti Lamine. Alors bonjour cher ami, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les clients des magasins Sorepco et un bonjour particulier à tous ces personnels qui se déploient au quotidien pour offrir des services et des prix de qualité à sa clientèle. Alors ce matin, je viens avec une nouvelle promotion, je viens avec un produit de très bonne qualité. Oui, c'est un produit important, c'est un produit indispensable. On passe toute la journée à monter et à descendre, on passe toute la journée à travailler durement, on passe toute la journée assis derrière un bureau, assis dans un taxi, assis dans une voiture. Alors quand on rentre le soir à la maison, après avoir pris son bain, on a besoin de se reposer. Et aujourd'hui, pour bien se reposer, il faut dormir sur des matelas orthopédiques, sur des matelas de qualité, sur des matelas neufs, sur des matelas d'origine. Et ces matelas, vous les retrouverez dans les magasins Sorepco de Douala et de Yaoundé. Je rappelle que les matelas qui sont en vente ce matin à la télévision Equinox sont disponibles dans tous les magasins Sorepco de Douala et de Yaoundé. Donc ceux des clients des autres villes pourront tout simplement appeler à nos numéros de téléphone qu'ils ont déjà. Et ceux qui n'ont pas encore les numéros de téléphone des magasins Sorepco, c'est donc l'occasion plus que jamais de les relever. Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller acheter n'importe quel matelas parce qu'on ne connaît pas la provenance de ce matelas. Parce qu'un mauvais matelas peut vous donner la maladie. Un mauvais matelas peut vous donner la grippe. Un matelas déjà utilisé, un matelas déjà, c'est-à-dire sur lequel on ne sait pas qui a dormi sur ce matelas, vous allez avoir la grippe. Ça, je vous le rassure, chers téléspectateurs. Donc, pour éviter toutes ces maladies, pour être en santé, pour être en bonne forme, pour avoir un corps nyanga, pour avoir un corps stylé, je vous conseille d'aller dans les magasins Sorepco. Le stock, il est très très limité. La promotion ne mettra pas long. C'est donc l'occasion plus que jamais de vous rendre dans les magasins Sorepco. Nous allons tout de suite commencer par le premier matelas du jour. Regardez comment il est présentable. Regardez comment il est nyanga. Regardez comment il est posé sur un lit. Oh là 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 là. Sorepco, le tour-ci, tu as encore fait fort. Un matelas neuf, un matelas dans son emballage, un matelas avec plusieurs années de garantie, un matelas orthopédique, bien entendu une dimension de 140 x 190
épaisseur de 18 cm. Vous l'avez à 79 500 francs. Oh là 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 là. Est-ce qu'on doit encore acheter les matelas à la brocante? Est-ce qu'on doit encore acheter les matelas utilisés? Wa pulate matelas mabwame alande au sorepko. Wa pulate matelas orthopédique alande au sorepko. Et banjana sorepko tete na ponda. Balé di matelas orthopédique. Aïe ouais, au bâtiment matelas. Regardez ce matelas. Regardez comment il est nyanga. Regardez comment ce matelas est doux. Oh là 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 là. Ça permet de redresser le dos. Ça permet de soigner le mal de dos. C'est un matelas orthopédique. Vous l'avez à 79 500 francs. Une dimension normale de 140 x 190. Épaisseur de 18 cm. Vous l'avez à 79 500 francs. Any man